C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? La sérophobie, avec Super Séro. Merci Francine. Alors, on y va. Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce mardi. Enfin, en même temps, ça dépend si vous l'écoutez le jour de sa sortie ou un autre jour. Ça, c'est propre à tout un chacun. Par C'est exemple, vos choix. Greg, toi, tu préfères écouter des podcasts quand ? C'est plutôt quand j'ai des disponibilités, donc ça peut arriver n'importe quand, le jeudi entre 11h16 et 11h17. Très bien. Donc c'est vrai que les podcasts, je les écoute par morceaux. Je suis en train d'écouter notre premier podcast, là je suis quasiment à la fin. J'ai commencé en décembre 2022. C'est vrai qu'une minute par semaine, c'est pas des masses. Sachant qu'on n'existait pas encore, ouais, j'ai attaqué tôt. Et ouais, c'est dur, hein. c'est dur. Ah, c'est dur, ouais. On perd le fil. Donc, écoutez-les en un bloc, c'est tout ce qu'on vous demande. Question Greg, est-ce que tu as bien mis ton slip par-dessus ton pantalon ? Oui, comme tous les matins. Tu vois où je t'emmène ? Non. On va rencontrer un super-héros aujourd'hui. Parce Ah oui, que c'est vrai. C'est un jeu de mots, en gros. Il s'appelle Super Séro sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Nicolas. Et du coup, il va nous raconter son histoire et son combat, surtout pour lutter contre la sérophobie. Ouais, donc sérophobie, peur de des personnes séropositives. Ouais. J'avoue que moi, c'est un sujet qui m'intéresse surtout depuis quelques années parce que j'ai un cousin que j'avais pas revu depuis très très longtemps, sur qui je suis retombé dans un bar, et puis on boit des coups, et puis bon, on finit tout nu sur la table en train de faire le poirier et à se mettre des œufs de poule dans les fesses pour faire rire les serveurs. Oui, comme tout le temps. Une soirée soirée normale. réussie. Une soirée réussie. Non mais en fait c'est vraiment, je retombe sur lui par hasard et c'était trop cool. Et puis là il m'apprend qu'il est séropositif. Enfin il me l'apprend, genre on discute et on raconte ses expériences de vie et tout. Et j'avoue qu'à ce moment-là mon cerveau a bugué parce que je savais même pas trop ce que ça voulait dire. Oui. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait un lien avec le sida, mais je savais pas tout ce que ça impliquait ou non derrière. Et c'est vrai qu'on manquait déjà il y a longtemps beaucoup d'informations sur ce sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas trop évolué. Donc c'est cool d'en parler avec Nicolas, c'est ça ? Ouais, c'est Nicolas. Et puis de toute façon, c'est toujours comme ça sur des sujets qui nous touchent pas forcément directement. En tout cas, on s'y intéresse forcément moins. Donc c'est toujours intéressant d'échanger avec des gens qui le vivent. Et alors, si je peux terminer sur un truc, ne vous mettez pas des œufs de poule dans les fesses, parce qu'en fait, quand il est ressorti, après, il y a un poussin qui est sorti, il croyait que j'étais sa mère. Et donc, j'ai dû m'en occuper. Ouais, mais je m'en suis occupé pendant 12 ans. Ah ben. Il s'appelait Barnabé, et sauf qu'il voulait aller dans un collège privé. Non, mais pour pas que les enfants se moquent de lui, parce que c'était un poussin. Donc, c'était genre 150 balles par mois. Donc, non, le faites pas. Donc. Bon, on embrasse Barnabé et puis on accueille. Il est plus là. Ah bon, Il a bien vécu. il est toujours avec nous quelque part. Il est dans notre cœur. On accueille Nico. Oui, le temps évidemment de faire un peu de place sur la table et tout, parce que là, il y a le bazar quand même, tu trouves pas ? Regarde, il y a ma tasse qui est là. Je veux pas qu'ils voient ça, parce que ils nous voient les invités, hein. Il y a une image, donc voilà. Je m'habille ou je reste comme ça ? Non, reste comme ça. Allez. Surtout. Salut Nico. Et salut à vous. Bonjour, bienvenue dans le podcast du Plein de Sens, podcast, comme tu le sais, numéro 1 chez tous les marchands de journaux. Et les Nico aussi. C'est vrai. C'est ça, c'est incroyable. Alors Nico, on le disait il y a quelques instants, les gens peuvent te connaître grâce à ton pseudo, notamment sur Instagram. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, qui s'appelle Super Séro. Donc l'idée, Nico, moi, c'est que j'aimerais connaître ton histoire. Tu fais de la sensibilisation pour lutter contre la sérophobie, mais donc du coup, tu es séropositif. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, comment tu l'as appris, comment Rien que ça, elle est longue, hein. Je pense que déjà, on peut avoir 1 heure de podcast rien que sur ça, hein. Écoute, On y va, hein, on attaque. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on a ce Nicolas en face de nous avec son histoire et son métier d'influenceur, j'ai envie de dire, mais qui est de la bonne influence, hein, pour le coup. Ça part d'où tout ça ? Alors, le conte ou mon histoire? C'est les... 2 histoires. Ton histoire, vas-y, on commence déjà par toi. Mon histoire par rapport au VIH, déjà avant le VIH, moi j'ai un père, maintenant qui est décédé, mais qui a eu l'hépatite qu'on appelait non A non B à l'époque pendant l'affaire du sang contaminé. Donc moi je devais naître avec l'hépatite C, ma mère devait avorter, sauf qu'à l'époque c'était le tout début donc on savait pas, donc c'est un peu toute mon histoire, Ok. les infections chroniques. Donc j'ai expérimenté, je sais pas si c'est un joli mot dit comme ça, la sérophobie via l'expérience de mon père, même si ce mot-là je le connaissais pas. D'accord. Je l'ai appris en fait vraiment il y a 3 ans seulement. Ok. Pour ma part, moi j'avais 21 ans, j'étais parti pour m'installer, vivre au Canada. Et arrivé au Canada,
j'ai eu une labyrinthite aiguë, mais on le saura plus tard. C'est-à-dire que je me suis réveillé un matin et puis je pouvais plus marcher. J'avais complètement perdu l'équilibre. En fait, j'étais en primo-infection, mais on le saura plus tard. À savoir que les primo-infections, c'est pas toujours symptomatique. Chez beaucoup de personnes qui contractent le VIH, il n'y a pas de symptômes pendant des années. Donc moi, j'ai eu la chance d'être symptomatique dès le départ. De là, j'ai expérimenté la prise en charge médicale au Canada. Ok. Comment dire que on est bien en France, hein. Ça Ah se ouais? passe plutôt bien. Je suis rentré dans une sorte de box, il y avait plein de box avec plein de médecins. On tirait un ticket, j'ai attendu 2 heures. J'ai été reçu par un médecin qui m'a reçu 5 minutes, qui m'a fait payer, je crois, $100 ou entre 100 et $200 de médoc, mais j'ai pas eu de diagnostic, rien du tout. Waouh. Donc ça a servi à rien. Donc je suis rentré en France en urgence. En France, mon médecin pensait que j'avais la méningite. Donc, il m'avait fait un bilan, tu sais, un bilan complet une batterie de tests. Le laboratoire me rappelle en me disant il faut que je retourne urgemment chez mon médecin parce que ça serait grave et que ça demanderait un traitement d'urgence. Je retourne chez mon médecin qui était absent, c'était le remplaçant qui était présent, qui nous a fait attendre comme dans les années 90 avec ma mère, 80-90. Il nous avait attendre la fin de journée, donc on est resté 5 heures dans le cabinet à attendre Quoi? pour qu'ils nous disent, ouais, pour qu'ils nous reçoivent en fin de journée, pour nous dire, effectivement, c'est très grave, effectivement, ça demande un traitement d'urgence, mais je ne prends pas la responsabilité de vous l'annoncer. Vous attendez que votre médecin généraliste revienne de vacances dans 2 semaines. Non, mais c'est Donc, quoi ce truc? C'est pas possible de laisser Ah des oui, gens non, dans le c'était- stress comme ça. Ouais, mais il y a beaucoup d'annonces comme ça qui sont catastrophiques autour du VIH, hein. Parce que souvent, les médecins sont très mal à l'aise d'annoncer Mais tu une crois, mauvaise nouvelle. tu crois, Nico, que c'était une question, enfin, je dirais, d'époque. Enfin, tu l'as appris il y a combien de temps, toi? C'était il y a 14 ans, je crois, 15 ans. Ah oui, donc Mais on était déjà quand même un peu au fait du truc, quoi. Oui, oui, non, mais il y avait déjà des traitements, tout allait bien déjà, mais je pense qu'il y a très peu finalement de médecins qui sont bien informés sur le VIH, qui sont à l'aise avec le sujet, parce qu'il y a beaucoup de sérophobie dans le milieu médical, et en soi, il y a quelques généralistes spécialisés en infectieux qui savent gérer ça, mais il y a beaucoup de médecins qui aujourd'hui, enfin, ils sont impatients avec la PrEP, ils pensent qu'ils ont le VIH. Enfin, ça, ils ne connaissent Ouais. pas la PrEP, ils ne connaissent pas le TASP, ils ne connaissent pas le TPE, enfin, voilà. Et puis pour le Et coup, moi, la chance enfin, que j'ai, excuse-moi, mais juste pour faire une petite parenthèse, j'ai pas l'impression que que le côté humain soit quelque chose qu'on t'enseigne dans quelque métier que ce soit. Tu peux être un très bon médecin, avoir les bonnes compétences pour diagnostiquer ceci, cela, pour savoir quoi dire au patient, enfin quoi lui prescrire, mais dans la façon d'aborder les choses et d'entrer en contact avec l'autre, j'ai l'impression que si tu l'as pas naturellement et qu'on te l'a pas appris, tu peux du coup être un peu maladroit, vrai. quoi, même beaucoup. bah, on a les médecins de notre époque, donc c'est-à-dire qu'un médecin qui a l'âge d'une époque misogyne, grossophobe, homophobe, bah, c'est pas étonnant qu'on retrouve, tu vois, ces biais-là en Oui, fonction alors de la génération de notre médecin, son âge, ouais, etc. moi je parlais pas forcément de la sérophobie ou de la grossophobie, etc. Parce que forcément ça c'est aussi un énorme problème, mais je parlais sur le côté plus humain de savoir entrer en Communiquer, empathie quoi. ou annoncer une nouvelle qui peut être mauvaise. Je me dis c'est vrai que ça doit pas être évident et si personne t'a montré. Par contre le côté grossophobe, sérophobe, enfin toute forme de phobie ou discrimination, je t'avoue que j'y avais pas pensé et peut-être que naïvement je me disais que dans le milieu médical ça ne pouvait pas exister parce que forcément tu rencontres plein de gens différents, tu es instruit et... Ah, on n'aurait pas autant de luttes de patients, tu vois, ne serait-ce que de parler des violences gynécologiques. Enfin, on sait que, Ouais. enfin, les médecins, c'est des gens comme tout le monde en fait, hein. Donc, les mêmes discriminations et les mêmes biais qu'on va retrouver en société discriminant, on va les retrouver dans le corps médical. Tu vois, Oui, ça dépend. Puis la valorisation de la parole du patient. C'est encore un combat qui est pas gagné. Et d'ailleurs, qui vient du sida. Puisque, alors là, on est en train de bifurquer, mais la notion du patient expert, c'est-à-dire l'écoute du patient, elle vient de l'époque du sida dans les années 81, quand c'est arrivé, et que quand même, jusqu'en 96, on n'a pas de traitement efficace. Donc, pour pouvoir mettre en place des protocoles qui ont du sens, la seule base solide qu'on a eue, c'est la parole du patient. Ouais. Donc, c'est là d'où vient vraiment la valorisation de la parole du patient, qui a d'ailleurs transformé la prise en charge oncologique et même de manière générale la notion du patient expert vient du sida, en fait. D'accord. Mais pour revenir du coup sur l'histoire, moi la chance que j'ai, c'est que j'ai une mère qui travaillait à l'hôpital à l'époque et un père qui avait plusieurs pathologies qui fait qui était un cas particulier, donc on avait un peu tu vois, des contacts un peu partout, ce qui n'est pas la chance de tout le monde, enfin la chance entre gros guillemets. Hmm. Et finalement, on est arrivé à trouver une docteure ORL qui a bien voulu nous l'annoncer à 11 h du soir dans un service d'ORL fermé, éteint, enfin c'était hyper glauque. Elle était au top, elle était vraiment hyper humaine, hyper... je me rappelle toujours, je me dis toujours que c'était parce que c'était une femme. Parce que finalement, quand je suis retourné en infectiologie juste après et que j'ai été face à 3 hommes, du coup, c'est hyper impressionnant parce que tu as 3 médecins
Rien que ça, du coup, c'est hyper anxiogène. Et avec une annonce hyper mélodramatique, mais sans avoir d'informations. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait un traitement. Plutôt que de m'informer et d'essayer de me rassurer ou de me donner les outils et de me dire, bon, ça va le faire, vous inquiétez pas. La première question qu'on m'a posée, c'est comment vous vous sentez? C'est compliqué quand tu n'as pas d'infos. Donc moi, je lui ai répondu un truc, bah écoutez, moi je viens de comprendre qu'il y avait des traitements qui existaient, donc je vais pas m'inquiéter plus que ça tant que je ne sais pas vraiment quels sont ces traitements et qu'est-ce que ça implique et tout. Je suis déjà content qu'il y ait un traitement. Je suppose Ouais. que s'il y en a un aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peut-être eu des personnes qui ont eu des traitements expérimentaux et peut-être même d'ailleurs qui en sont morts pour que je puisse en bénéficier aujourd'hui. Donc je suis assez content d'avoir un traitement. Et puis on verra. Je pense que ce qui sera compliqué, c'est socialement. Hmm. Mais je suis assez content, moi, de la réponse que j'avais donnée à l'époque, hein. Et à ça, on m'a répondu, ouh là là, c'est très inquiétant, vous devez aller voir un psychiatre d'urgence. Donc j'ai senti de toute façon qu'il fallait que j'aille mal. Et ça, c'est un truc qui a été que j'ai retrouvé quand même pendant beaucoup d'années dans le service d'infectio, c'est que j'avais l'impression d'être jamais à ma place. C'est-à-dire que si je montrais à mon médecin que j'allais bien, on me faisait comprendre que quand même, c'est pas rien ce que vous avez, donc il faut vous inquiéter. Et si jamais j'exprimais à mon médecin que j'étais inquiet, que j'allais pas bien, c'est oh ça va, il y a des traitements, donc vous allez bien. Ouais, Donc je c'est comprends. toujours ce truc de balancement et ça j'ai mis jusqu'à il y a 3-4 ans quand je suis arrivé sur les réseaux à comprendre qu'en réalité le VIH, on avait tellement fait une histoire de prévention, finalement ça a pardonné à tout le monde, sauf à nous, parce que nous on était quelque part déjà fautifs de l'avoir, donc on était déjà passé de l'autre côté. Pour nous c'était trop tard. Ouais. L'objectif c'est que le VIH n'existe plus. Donc c'est assez étonnant. C'est un peu ce qu'on a retrouvé avec le Covid, hein. Alors, C'est est-ce que que... finalement, Oui, bah, excuse-moi, je voulais juste savoir si on pouvait éclaircir un peu pour les gens qui peuvent se perdre et pas faire la différence entre être séropositif, avoir le VIH, avoir le le sida. sida. Est-ce que tout ça, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on peut les préciser? Très important, Grégory, ce ouais. que tu viens de faire là. Oui, c'est parce que je Alors, suis journaliste. D'investigation. Oui, scientifique. Alors, séropositif, c'est faire une sérologie. Donc, c'est faire une analyse de sang où on va aller regarder dans le sérum la présence des infections. Et quand on est séropositif à une infection, pas forcément que le VIH. d'accord. Donc, séropositif, c'est juste le résultat d'une sérologie. Une personne qui est sortie positive à l'infection VIH, elle est ce qu'on appelle une PVIH, une personne vivant avec le VIH. Maintenant, le VIH, c'est pas une maladie. C'est le nom du virus. Donc, quand on a le VIH, on a une infection. Et le sida, c'est pas non plus une maladie, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de signes qui est provoqué par le virus du VIH quand il n'a pas été traité. C'est-à-dire que le virus, s'il est traité, bon, il fait rien. S'il n'est pas traité, il va attaquer le système immunitaire, il va amener à une immunodéficience qui fait qu'il y a des maladies opportunistes qui vont profiter de cette fragilité pour s'installer. Et c'est ça qu'on appelle le sida. Donc, c'est D'accord. pas une maladie, le sida, c'est un syndrome dans lequel il y a la présence du VIH, l'immunodéficience induite par le VIH qui n'a pas été traité et l'apparition de maladies opportunistes. En réalité, on ne meurt ni du VIH, ni du sida, mais des maladies opportunistes qui vont profiter. Donc, contrairement à ce qu'on pense, parce que pendant longtemps, on a dit qu'on ne guérissait pas du sida, alors que je mets guérir entre guillemets, mais en fait, le sida, c'est pas du tout définitif. Quelqu'un qui est diagnostiqué en phase sida, c'est juste une phase. Donc, si la personne, elle est diagnostiquée à temps et qu'on la traite correctement, elle a des chances de sortir de la phase sida, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir récupérer son système immunitaire partiellement ou parfaitement en fonction de sa situation. Et les maladies opportunistes, par exemple le sarcome de Kaposi, on va pouvoir le traiter. Donc une personne peut sortir de la phase sida, mais elle gardera une infection chronique au VIH et elle peut, en fonction de l'anamnèse, enfin en fonction des pathologies qu'elle a développées, elle peut garder des séquelles ou des handicaps, mais c'est pas sûr. D'accord. Donc toi, quand tu allais faire ces tests, comme tu le disais, vu que tu as eu des symptômes assez rapides, ça veut dire qu'ils t'ont détecté le VIH, mais tu n'étais pas en phase sida? Non, moi j'étais en primo-infection, j'étais vraiment au tout début. D'accord. Ok. Et donc, alors comment ça se passe? Il y a ces trois hommes qui sont là en face de toi, Qui veulent qui disent t'envoyer ouais, chez le il psy. faut aller chez le psy. Et donc, c'est quoi les étapes d'après? Bon, après, tu fais une batterie de tests, alors on t'enlève la moitié de ton sang du corps. Ah ouais. On te retire la moitié de ton sang pour faire des analyses. Enfin, on va vérifier ce qu'on appelle la charge virale. Donc, la charge virale, c'est la quantité de virus qu'on a dans l'organisme qui s'exprime en copie. Et après, on va aller regarder ton système immunitaire, particulièrement les CD4 qui sont attaqués par le virus et les CD8, et puis on va faire un ratio. Et on va aussi faire un génotypage du virus pour savoir quel traitement on va te donner, parce qu'il y a certains virus qui peuvent ou qui ont pu développer des résistances à certains traitements. D'accord. Maintenant, le traitement du VIH, on n'a pas qu'un, il en existe des dizaines et des dizaines différents. Donc on arrive toujours à trouver un traitement adéquat, en sachant qu'aujourd'hui, le traitement, c'est soit en comprimé à prendre par jour,
dans ce qu'on appelle une trithérapie, qui est le traitement qu'on retrouve le plus communément. Ces trois molécules actives qui sont des inhibiteurs d'enzymes, c'est-à-dire qu'on va aller endormir des enzymes qui jouent un rôle dans le cycle de vie du VIH. En fait, en inhibant ces enzymes, le virus il peut plus se dupliquer. Et l'objectif, c'est d'arriver à une charge virale indétectable, c'est-à-dire que le virus ne circule plus dans l'organisme. Du coup, il peut plus développer le sida, parce qu'il peut plus attaquer le système immunitaire, et surtout, il peut plus se transmettre. Donc, c'est plus une IST, c'est plus une infection sexuellement transmissible. D'accord. C'est une infection chronique contrôlée et intransmissible. Alors j'ai entendu parler de la trithérapie, ça quand même j'ai l'impression que c'est Oui, moi assez aussi. répandu. En tout cas, le fait de l'entendre, pas forcément de le comprendre, donc tu l'as très bien expliqué. Est-ce que, il me semble que j'avais cru comprendre que... Putain, il y a beaucoup de précautions dans ce que je dis. Hein. Il me semble que j'ai cru comprendre que peut-être éventuellement, c'était lourd comme traitement. Non, plus aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve des premières trithérapies ou de l'époque de la ZT, où il y avait de la lipodystrophie, où il y avait... aujourd'hui, les traitements, ils sont tellement efficaces et tellement, entre guillemets, légers qu'on va même les donner à des personnes séronégatives pour se protéger du VIH. Parce que ce qu'on appelle la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition, qui est un traitement qui protège du virus du VIH, mais pas des autres IST, qu'on donne à des personnes séronégatives en prévention, c'est une partie de notre traitement. Donc, si le traitement était si lourd que ça, on ne le donnerait pas à des personnes séronégatives. Maintenant, il existe donc les trithérapies, mais il n'y a plus que ça, il y a pas que ça. Il existe aussi des bithérapies qui sont en fait des allègements qu'on appelle moléculaires, c'est-à-dire qu'on passe d'une trithérapie à une bithérapie, ce qui est plus léger encore. Et cette bithérapie, on peut la prendre soit à l'oral, soit en injection à faire tous les 2 mois. Et il existe aussi ce qu'on appelle des allègements séquentiels, où là, on reste en trithérapie, mais on va réduire la prise de 7 comprimés semaine à 4 comprimés semaine. Par exemple, la personne peut ne pas le prendre vendredi, samedi, dimanche. Ça se fait avec l'accord de l'infectiologue. Et il y a encore des recherches sur des futurs traitements. On n'a pas abandonné le cure, c'est-à-dire le fait de pouvoir un jour imaginer une rémission. C'est pas du tout oublié. Je veux dire, on est à fond dans ces recherches-là. Il y a des futurs traitements où on travaille sur des injections. On dirait que je suis scientifique, c'est quand je dis ça. T'en as l'air, hein, quand t'en parles, j'avoue. Nico, j'ai l'impression que t'es médecin. Ben, On voit quoi, t'as pas lu... mais ça, tu vas trouver ça chez tous les patients experts. N'importe qui a une affection, une pathologie chronique depuis des années, il se spécialise forcément. Bah, quoi. tout le monde ne le fait pas, j'ai l'impression. Tu vois, des fois, tu peux te noyer ou ça peut te faire peur, donc tu peux lire en surface. Toi, on voit que t'es pas allé sur un seul article, Et quoi. puis- T'as épluché le truc. Après, j'ai eu de la chance, c'est que de travailler sur les réseaux, ben, j'ai l'expérience de toutes les personnes avec qui je parle. Quoi. Ouais. Et attends, je veux finir ça Oui, pour, vas-y, pour, vas-y, le- pour le- pour les traitements du futur. C'est qu'il y a ce qu'on appelle des BINAPs, je ne sais pas si j'arrive bien à le dire, qui sont des injections d'anticorps synthétiques à large spectre qui pourraient contrôler le virus du VIH sur des très longs termes, voire de manière sur toute une vie. Mais c'est en expérimentation. Et là, c'est plus des antirétroviraux, c'est des injections d'anticorps synthétiques. Enfin, je trouve ça c'est assez incroyable. Donc, on n'est pas du tout. Et c'est pareil pour la vaccination. On cherche toujours des vaccins. Je veux dire, c'est pas du tout abandonné. Quoi. Mais en tout cas, si ces choses-là n'existent pas encore, ce qui est rassurant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut pas avoir peur en fait d'aller se faire diagnostiquer, et d'aller faire analyser son sang si on a le moindre doute, parce que en fait. Il y a des bonnes nouvelles derrière si c'est pris à temps, et mieux vaut faire ça que faire l'autruche. Parce que moi, je sais qu'à une époque, j'ai pu avoir pendant mes rapports des accidents, genre de préservatifs, tout ça. Et j'avais tellement peur que je me disais, vaut mieux que je fasse rien, quoi. Genre, si j'y pense pas, ça n'existe pas. Et on vit avec cette peur-là, et c'est un peu marrant dommage. que tu dis ça parce que moi, au contraire, moi, je suis née en 83, donc la découverte du VIH, quoi. Et dans ma vie personnelle, moi j'en avais tellement peur parce que aussi dans les années 80 et 90, on nous a tellement bourré le crâne en nous disant c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, que moi j'allais faire des tests dès qu'il y avait le moindre risque. Même si je prenais pas forcément de risque, j'allais faire une prise de sang, quoi. D'accord. Ben moi, ce que j'ai l'impression, c'est que mais d'où le combat en fait de la lutte contre la sérophobie, qui lutte aussi pour la visibilité culturelle, parce que ce qu'on a fait avec le VIH, c'est qu'on en a fait un outil aculturel. C'est pas, ça appartient pas à la culture, ça appartient à la prévention. Et du coup, c'est un objet surtout qui est moralisateur, qu'on a réduit un peu comme sur des paquets de cigarettes fumez-tu. Donc c'est-à-dire que c'est déjà un sujet qui est très chiant et où on a l'impression que quoi qu'on fasse, on est coupable, parce que en réalité, si on fait un dépistage, on est coupable d'avoir eu un accident ou d'avoir pas fait suffisamment attention. Mais si on fait pas de dépistage, c'est pas bien non plus. On est censé se protéger, mais en même temps, on parle pas du still sync, donc des partenaires qui retirent le préservatif. On parle pas du fait que les personnes les plus exposées au VIH sont celles qui sont pénétrées, donc pas celles qui ont un contrôle sur le préservatif. On parle pas de tout ça. Et le truc, c'est que si on n'a pas d'existence culturelle du VIH,
on se protège de quoi et on parle de quoi? Parce que les Ouais. seuls films qu'on a qui vont traiter du VIH, dans la culture populaire, hein, il y en a, mais ils sont pas suffisamment connus, c'est des films qui parlent des années 80. Donc, on a toujours cette impression que si je sais que j'ai le VIH, je vais crever. Donc, c'est pas étonnant qu'on en arrive à des résultats où soit on tombe dans une forme de paranoïa, où on fait des tests toutes les deux secondes parce qu'on flippe, mais ça va aussi impacter notre santé sexuelle, parce que c'est pas non plus agréable à vivre d'avoir l'impression qu'on va tout le temps mourir, Ouais. alors que c'est pas le cas en plus. Ou alors de tomber dans une forme de déni où on préfère pas savoir, parce que de toute manière, même quand on essaie de savoir, comment on s'informe sur qu'est-ce que c'est avoir le VIH. Mmh. Donc c'est un peu, moi je pense qu'il faut vraiment faire comme ce qu'on a fait avec le cancer du sein. Là, on a eu une super campagne qui a été hyper efficace, parce que pour la première fois, on a fait une campagne où ce qu'on voyait, c'était des femmes qui avaient des cancers du sein. Et d'un coup, ça existe. Et c'est ça qui manque, je pense, vraiment aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, c'est pas le VIH qui tue. Ce qui tue, c'est la peur. Genre le VIH, ça fait depuis 96 qu'on a des traitements efficaces. Quelqu'un qui apprend qu'il y a le VIH aujourd'hui, enfin, au bon moment, c'est-à-dire qu'il est diagnostiqué à temps et traité à temps, il a une espérance de vie normale, il peut faire des enfants, il ne transmettra plus le virus avec son traitement. Je veux dire, le dernier rempart de la gestion de cette épidémie, c'est la discrimination. Et la discrimination, à mon sens, c'est l'une des plus fortes qu'on va retrouver parce qu'elle vient toucher deux énormes tabous qui sont et le cul et la mort. Et derrière ces deux tabous qui sont les pires, hein, le cul et la mort, on va retrouver toutes les discriminations derrière. Parce que ce qu'on va expliquer, c'est que les personnes les plus touchées, ce sont les personnes racisées, donc on va retrouver du racisme, c'est les femmes, donc on va retrouver la misogynie, c'est les personnes LGBT, donc on va retrouver la LGBT-phobie, etc. Donc c'est-à-dire qu'on a un genre de grosse boulasse de toutes les discriminations hyper condensées, avec une absence totale de communauté. D'accord. Donc c'est compliqué à... Oui, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais du coup, ouais, c'est assez vertigineux, quoi, de se dire que quand tu es au milieu de tout ça, tu dois t'en prendre de tous les côtés. Après, est-ce que c'est le fait que tu sois séropositif qui fait que tu ressens de la phobie? Parce que je me dis, comment déjà les gens autour de toi savent quand tu es séropositif, porteur du VIH ou que tu as le sida? euh, Est-ce que c'est pas marqué sur ton front, tu vois? Non, mais tu as alors l'un des trucs qui amène le plus de violence sur mon compte, c'est notamment le fait de parler qu'il n'y a pas d'obligation à révéler sa séropositivité du moment qu'il n'y a pas de risque de transmission. Mhm. Et là, tu as plein de gens qui vont s'offusquer parce que, oh mon Dieu, mais on sait jamais, mais qui nous dit que c'est vraiment le cas? Et non, et en fait, c'est un mensonge de Big Pharma et le risque zéro n'existe pas. Donc, le temps d'essayer de leur expliquer qu'il n'y a vraiment pas de risque, on a tellement répété que le risque zéro n'existait pas que maintenant, en fait, on se retrouve avec le revers de la médaille. Donc, tu as plein de gens qui considèrent qu'il y a une obligation à le faire. Et le problème, c'est quand tu es séropo, que tu rencontres quelqu'un, bah, tu te retrouves à te dire merde, comment je gère? Parce que la personne, je la connais pas. Donc, lui Mhm. dire que j'ai le VIH, ben, c'est quand même hyper risqué parce que je veux dire, on demande à n'importe quelle femme d'expérience comment se comportent les mecs dans une relation. On sait qu'il y a beaucoup de trous du cul et que Ouais. c'est hyper compliqué et qu'il y a plein de relations qui sont toxiques et qu'il y a plein de relations qui se finissent très mal parce qu'on a aussi dans notre manière de voir la relation amoureuse, on traite très mal nos ex, hein, je trouve. Hein. Dans la culture générale, l'ex est en trou du cul, quoi. Donc, il y a cette question de me dire, merde, je rencontre quelqu'un, je la connais pas, cette personne, homme ou femme d'ailleurs, ou inter, ou peu importe. Je lui dis que j'ai le VIH, mais je la connais pas. Donc, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? À tout moment, la personne ne me connaît pas, elle peut couper les ponts, elle peut arrêter de me parler, et elle peut répéter ce qu'elle va faire régulièrement. Elle va répéter à tout son entourage, fais gaffe, cette personne, elle a le VIH. Ouais. Et cette phrase, elle va se répéter, elle va s'amplifier, et très vite, elle va devenir de j'ai le VIH et je le transmets pas à j'ai le sida et je le transmets volontairement et je suis un assassin. Donc, si on le dit, ça se répète, ça se déforme. Si on le dit pas, ben, soit il faut qu'on se taise à jamais, soit à un moment, si quelqu'un l'apprend, il va le répéter, ça peut se retourner contre nous parce que, oh mon Dieu, on l'a pas dit, donc on est un menteur, un assassin, un manipulateur. Donc, quoi qu'on fasse, la sérophobie, on va se la coltiner. Mais c'est là où il y a un manque d'engagement aussi des associations, de ne jamais avoir parlé des droits des personnes vivant avec le VIH, de n'avoir jamais expliqué aux gens que le VIH, quand il est traité, c'est plus une IST, donc ça n'a plus de rapport avec la sexualité. Donc on est vraiment à la bourre, quoi. Mais c'est Ah ouais, vrai ouais. que c'est important ce que tu dis, Nico, parce qu'en fait, en réalité, bah, déjà, c'est toujours pareil. Hein, quand tu vis pas une maladie, une pathologie, bah, tu t'y intéresses pas tant que ça. Enfin, tu vois, tu te poses pas les questions, en tout Mm. cas, qu'on aborde là ensemble en ce moment. Mais du coup, est-ce que tu crois qu'il y a la solution, ce serait justement que une prise de parole plus facile des personnes atteintes du Ben, VIH? le but, c'est qu'il y ait effectivement du témoignage, mais je vais te dire, c'est comme n'importe quelle lutte.
C'est bien de faire du témoignage de personnes racisées, de lutter contre le racisme. C'est bien de faire des témoignages de femmes pour lutter contre la misogynie. Mais si on a un cinéma raciste, un cinéma misogyne, une culture en soi qui est raciste et misogyne, ça avance pas. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est revoir la manière dont on traite les médias et la manière dont on traite la culture. La culture primaire, c'est surtout les productions cinématographiques. Donc, ce qu'il faut aller voir, c'est comment est-ce qu'on traite de ces sujets dans les films. Pour le moment, ce sujet-là, il n'existe pas dans les films. Les personnes séropositives, elles n'existent pas que si ce n'est que de retraiter l'époque du sida de manière hyper stéréotypée, où on va te montrer soit un homosexuel, soit une personne racisée. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à déconstruire. Mais même dans notre manière de penser la prévention, alors moi, j'aime pas la prévention parce que pour moi, la prévention, c'est pas de la sensibilisation et de l'information. Pour moi, il faut informer, sensibiliser et surtout, il faut que ça soit culturel. Et tant qu'on dit que c'est de la prévention, c'est dépolitisé et c'est déculturalisé et on part dans un principe où si on fait de la prévention, c'est qu'on sait ce qu'il faut dire aux gens. Or, il ne faut pas dire aux gens, il faut leur laisser l'opportunité de s'accaparer le sujet pour le comprendre et le réfléchir par eux-mêmes. Donc, tu vois, c'est inefficace de dire aux gens vaccinez-vous. Il faut que les gens comprennent d'eux-mêmes à quoi sert la vaccination et pourquoi est-ce qu'il faudrait se faire vacciner ou pas. Et surtout de comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. Et on ne peut pas laisser une culture, par exemple, de complotistes sans jamais s'y intéresser. Je donne un exemple par rapport au VIH. On n'a jamais traité le problème du complotisme sur le VIH, de telle sorte que si tu mets sida et VIH sur Amazon, les premières pages qui te sortent sont blindées de bouquins complotistes sur le VIH. D'accord. Donc on ne peut pas s'étonner que des gens qui cherchent à se renseigner sur le VIH, qui tombent sur ces bouquins-là, finissent par tomber dans le piège du complotisme. D'autre part, on oublie aussi qu'être séropositif, t'es pas 3 semaines, hein. Je veux dire, tu l'es à vie. Donc, c'est-à-dire que quand tu vis à vie une discrimination, tu vas aussi être fragilisé socialement, psychologiquement. Tu vas avoir des périodes de dépression qui peuvent même parfois amener jusqu'à du suicide ou ce qu'on appelle du suicide long, c'est-à-dire des personnes qui arrêtent les traitements pour se laisser mourir. Donc, donc tu as des personnes qui sont tellement fragilisées qu'elles sont facilement manipulables. Et là, on va parler des tradipraticiens qui vont en profiter pour vendre des faux traitements pour soi-disant guérir du VIH avec des potions magiques, des personnes qui ont des comptes sur TikTok, hein. On n'a jamais porté plainte contre eux, hein. Alors, on porte plainte contre nous pour transmission volontaire du virus, alors même que des fois, il n'y a pas de transmission et qu'on ne veut pas le transmettre. Mais on ne va jamais attaquer les personnes qui mettent tout le monde en danger. Les tradipraticiens, Irène Grosjean, je ne sais pas si vous vous rappelez de la personne qui disait qu'il fallait masturber les enfants quand ils avaient de la fièvre. Non. Alors non, moi je suis passée à côté de cette personne puis je suis ravie, hein, je crois que je suis contente de ne pas avoir entendu parler de ce truc. C'est une naturopathe qui était très connue, qui vend des bouquins, qui s'est toujours en vente sur Amazon, ce qui est quand même un scandale. Et dans son bouquin, elle explique que non seulement le VIH n'existe pas, mais que le sida est provoqué soit par des homosexuels qui ont trop pris de poppers, soit par des personnes d'Afrique qui étaient sous-alimentées, qui ont amené une immunodéficience, soit ce sont en France des gens qui ont trop mangé de pâte à pizza crue, qui a fait qu'il y a eu une putréfaction du corps à l'intérieur, qui a amené une immunodéficience. Nico, là, du coup, tu vois, même si je suis pas experte du sujet du VIH, je pense que si je lis ça, je me dis que c'est quand même. Enfin, tu vois, je suis quand même. Oui, mais toi, parce que tu es pas dedans. Mais quand tu vis, en fait, par exemple, imagine quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il a le VIH, 20 ans qu'il est isolé de tout, parce que tu peux être isolé familialement, amicalement, tu peux te retrouver tout seul. Et tu peux te retrouver pendant 20 ans avec une société qui t'explique que tu as un virus sur pattes et que tu mérites que la mort. Et quand, en fait, tu as eu 20 ans de déshumanisation complète, que tu es tout seul et isolé, à un moment, tu crois en tout et n'importe quoi. Je veux dire, mon père, je donne l'exemple de mon père. Mon père, pendant des années, les médecins lui expliquaient qu'il lui restait quelques mois à vivre. Alors quand, 20 ans plus tard, il est toujours en vie, Wow. et qu'on commence à se dire, bah oui, mais comment ça se fait? Et que mon père était à fond dans la spiritualité, bah, c'était pas incohérent que mon père se mette à dire, bah, c'est ma spiritualité qui m'a sauvé. Et personne va aller à l'encontre de ça. Et en fait, quand tu as des médecins qui te disent pas tout sur ta pathologie, qui font des raccourcis, tu peux perdre espoir dans le système médical classique. Bah Et à ouais. un moment, mon père, à force de s'être reposé sur sa spiritualité, c'est pas étonnant qu'à un moment, il ait essayé d'être tradipraticien. Parce que tu as eu des personnes qui disaient, mais nous, en fait, vous savez, Big Pharma vous vend des traitements, mais en fait, c'est que de l'économie, c'est que du capitalisme. Et regardez bien, les traitements, ils viennent des plantes, mais nous, on a ces plantes-là, on a ce savoir-là. Et puis mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une potion.
Bon, la potion, la potion, il a fait le tuer parce qu'il était blindé de sel et qu'il pouvait pas manger sans sel. Et à côté de ça, faut pas oublier qu'on a une culture qui renforce ça. On a eu, je sais pas combien de Psychologie Magazine ou une magazine qui expliquait que la spiritualité, les chakras, etc., c'était important. Et ça fait partie de notre culture aussi. Donc, si tu veux tout ça, quand ça se combine, ne serait-ce que même certains psychanalystes ou des lacaniens qui t'expliquaient que dans le langage parlé, le mal dit quelque chose. Donc, si Ouais, tu as un cancer de la gorge, c'est peut-être que tu n'as pas dit tout ce que tu avais à dire à ta mère. Bon, bien sûr. quand tu combines tout ça et qu'en fait, ça se renforce à un point où tu es très fragilisé et que tu es complètement désespéré, bah, c'est pas étonnant que tu tombes dans ces pièges-là. Alors moi, je vais te dire, pour le coup, je suis pas totalement fermé à ces choses-là, aux gens qui parlent de plantes ou Moi de non plus. le corps parle. Par contre, euh, et je ne suis pas non plus anti-médicaments, loin de là. Mais je pense que j'ai eu des phases de ballottement où j'étais plus à gauche, plus à droite, plus vers le médical et le très scientifique et plus vers le très spirituel. Mais j'ai l'impression, à mon humble niveau, que de toute façon, se lancer à fond dans un truc sans réfléchir, c'est le meilleur moyen de se planter et de faire de la merde. Et que on peut pas tout croire n'importe comment. Et il faut tout le temps être méga vigilant en fait. Et Mais c'est hyper compliqué sur le VIH, parce que sur le non, mais sur le VIH, moi, VIH, par contre, attention, là, j'avoue, j'ai rien à dire parce que je suis non, pas allé mais sur ces trucs-là, mais je veux c'est- dire, en médecine je pense traditionnelle que encore. c'est pour beaucoup de pathologies. Enfin, regarde ce qui s'est passé avec l'endométriose. Heureusement qu'on n'a pas écouté les médecins. Heureusement, tu vois que les patients d'eux-mêmes se sont battus. Et en fait, si tu veux, tu te retrouves toujours avec quelque chose qui est compliqué. C'est-à-dire que quand tu as un mal-être quel qu'il soit, ou que tu as, peu importe, une pathologie, entre eux, savoir est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est somatique, est-ce qu'il y a une source physique et concrète, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est un malaise psychologique, c'est très C'est compliqué. super Et le compliqué. truc, c'est que tu balances toujours à droite à gauche, mais il y a des affections comme le VIH où les réponses, on les a. Ouais. Mais sauf qu'on ne nous les donne pas particulièrement. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, tu as plein de médecins qui parlent du VIH comme si c'était une maladie chronique. Moi, je suis le seul, des fois, à me prendre la tête avec des médecins pour dire attention, c'est pas une maladie chronique, c'est une infection chronique. Hmm. Et là, tu as des médecins qui me disent oh, ça va. Non, c'est pas oh, ça va. Parce que quand tu dis à un patient qu'il a une maladie ou une infection, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil de se dire que tu as une maladie et que tu prends un traitement qui lutte contre cette maladie, alors qu'en réalité, on a une infection et qu'on prend un traitement qui empêche l'infection de développer une maladie. Psychologiquement, c'est pas pareil. Parce que Hmm. dans le premier cas, tu luttes constamment et tu as un corps qui lutte. Et tu peux aussi, selon comment tu imagines ton affection, comment tu imagines que ton traitement fonctionne, ça va avoir un impact sur la manière dont tu vas vivre ton affection et la manière dont tu te la réappropries. Et ce qu'il faut, c'est aussi permettre à tous les patients qui, avant d'être des patients, sont des citoyens, d'avoir tous les outils pour pouvoir se réapproprier leur affection, leur pathologie ou leur handicap et comprendre quel sens ça a pour eux. Mais des fois, tu as de la rétention d'informations qui n'est pas forcément volontaire et qui fait que tu peux aussi tomber facilement dans certains pièges où finalement, on va te retrouver à te payer des formations pour ouvrir tes chakras à 500 balles ou Ouais, à vendre, tu vois, des traitements à 300 euros. Et bien c'est sûr. là où c'est un peu bancal. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as des gens qui te disent la spiritualité est importante, c'est une chose. Quand tu as, par exemple, Kanguka, qui est une application chrétienne qui t'explique que si tu pries fort Jésus-Christ, tu vas guérir du sida, c'est autre chose. Bien sûr, bien Parce que sûr. la frontière, elle n'est pas si éloignée, tu vois. Elle est pas du tout, ouais, elle est pas très facile à définir. Et même, je vais te dire, moi qui ai été dans beaucoup de lectures spirituelles ces dernières années, et qui garde une spiritualité, on va dire, qui m'appartient. euh, il n'empêche qu'il y a plein de gens qui se veulent genre représentants de cette spiritualité, à qui j'ai envie de foutre des beignes, mais en disant namasté, hein, évidemment, parce que parce qu'il y a de la thune derrière, parce que c'est je profite de ta faiblesse pour te faire payer 2000 euros un week-end dans lequel je vais t'apprendre que il suffit de méditer tous les matins et tu verras que c'est comme ça que tu seras heureux. Il faut te détacher de la société capitaliste et du matérialisme. Le bonheur est ailleurs. Bah alors fais pas payer 2000 euros, bordel. Si le bonheur est ailleurs, qu'est-ce que C'est tu me prends quand là ça, avec ces 2000 quand euros? ça vient toucher, quand ça vient toucher en fait des affections ou des pathologies, c'est grave, notamment quand tu as des personnes qui connaissent pas les affections, les pathologies dont elles parlent. Là où le VIH est dangereux, c'est que comme je disais tout à l'heure, le VIH, ça peut être symptomatique en primo-infection. Mais dépasser la primo-infection, les symptômes, ils vont disparaître d'eux-mêmes et tu vas rentrer dans une phase asymptomatique qui peut durer jusqu'à 8 ans en moyenne. Hmm. Donc, quelqu'un qui attrape le VIH, qui contracte le VIH en phase, et qui a une primo-infection très symptomatique.
et qui va être très malade. Il va se dire, oh mon Dieu, je suis malade. Il va voir un praticien. Il va lui dire, prenez la potion, vous allez aller mieux. Il prend la potion, les symptômes vont disparaître d'eux-mêmes. Le mec, il pense qu'il a guéri. Ouais. Mais si tu veux, il pense qu'il a guéri parce que les symptômes ont disparu. Mais c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens, attention, le VIH, c'est pas une maladie. C'est une infection. Ouais. Et une infection, c'est pas forcément symptomatique. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes, oui, vous n'êtes pas malade. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas malade, que vous n'avez pas l'infection. Bien sûr. Et c'est là où il faut vraiment arriver même dans le corps médical ou dans les assos, être très clair sur les mots et arrêter de tout confondre. Et dire voilà, il y a une différence entre maladie et infection. Une maladie, ça fait référence à des symptômes parce que dans la définition de l'OMS, c'est l'altération de l'état de santé général. Donc, il va y avoir l'apparition de symptômes, alors que l'infection, c'est juste être porteur d'un agent pathogène. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le SARS-CoV et le Covid. Si tu commences à imaginer que toutes les personnes qui ont eu le SARS-CoV se sont retrouvées sous respirateur, ça va pas. Je veux dire, c'est pas la réalité. Donc ça, c'est important d'expliquer aux gens. Maintenant, je pense que l'épidémie du Covid va aussi nous aider à éclaircir et mieux comprendre les gestions des épidémies, notamment du VIH, parce que dans la tête des gens, de manière inconsciente, ça fait très longtemps qu'on pense que tu dis à quelqu'un qui transmet le VIH, il va te dire c'est les séropositifs. Tu as d'un côté les séronégatifs, ceux qui n'ont pas le VIH, de l'autre les séropositifs, c'est les séropos qui contaminent. Sauf que c'est complètement l'inverse. C'est complètement faux et c'est l'inverse. Les séropositifs, c'est pas ceux qui ont le VIH. Les séropositifs, c'est ceux qui sont diagnostiqués. Donc ceux qui sont diagnostiqués, ils sont mis sous traitement dès le diagnostic et le virus ne se transmet plus. D'accord. Quand on parle de séropositifs, on parle de personnes dépistées. Le problème, c'est que l'épidémie, elle continue pas parce que tu as des gens qui se dépistent. Elle continue parce que tu as des gens qui ne se dépistent pas. Ouais, Donc, c'est-à-dire que parce que tu as des gens qui sont porteurs du virus, mais qui ne sont pas au courant. Et ça, ce n'est pas des séropositifs, parce qu'ils n'ont pas fait de sérologie. Ouais, bien sûr. Mais ce n'est pas non plus des séronégatifs, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait de sérologie. Mais ces personnes-là, si tu veux, quand tu leur demandes est-ce que tu as une IST, s'ils n'ont pas de symptômes, ils vont te dire non. Bien sûr. Donc, il faut arriver à leur faire comprendre que non seulement il faut arrêter de penser séropositif, séronégatif, mais qu'il faut penser en termes de séro-certain, séro-incertain. Il y a des gens qui sont séro-certains. Moi, je suis séro-certain. Je sais que je suis positif, je sais que je suis sous traitement, je sais que je ne peux pas le transmettre. Et il y a la grande majorité des gens qui sont en réalité séro-incertains et qui ne savent pas. Parce que je vais te dire encore mieux, tu as des gens, ils font un dépistage, ils vont te dire non, j'ai rien, mais ils ne connaissent pas les délais. Par exemple, quelqu'un qui fait un autotest VIH, l'autotest sort négatif, oui, sauf qu'un autotest, pour qu'il soit efficace, il aura fallu attendre 3 mois sans rapport à risque. D'accord. Est-ce que la personne, elle a attendu les 3 mois? Si elle a eu un rapport à risque durant ces 3 derniers mois, le test, il vaut rien. Ouais. Donc, voilà. Non, mais c'est important de rappeler ça que. Ah oui, tu as rappelé énormément de choses là, très importantes. Et au-delà de rappeler, moi, tu m'as appris là beaucoup de choses. Hein. Et puis, je suis hyper. Vraiment, moi qui suis atteinte d'une maladie chronique, puisque je suis diabétique de type 1, ça fait vraiment écho avec ma maladie, ce que tu dis, tu vois, ne serait-ce que sur les trucs un peu spirituels. Enfin, tu vois, moi, en tant que diabétique, je suis souvent démarchée sur les réseaux sociaux par des gens qui me disent, tu sais, c'est qu'une question d'énergie. Ton pancréas, si j'arrive à le refaire, c'est qu'une question d'énergie. Et en fait, c'est hallucinant parce que ça coûte une blinde et puis que c'est tu joues hyper sur... culpabilisateur parce que c'est ta faute. Ça veut dire que tu es une mauvaise personne, t'as pas fait ce qu'il a fallu, t'es pas en lien avec l'univers. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une maladie qui. Tu vois, Après, si tu veux, je l'ai pas pris comme ça, mais je l'ai pris en me disant, mec, ça se voit que tu veux m'extorquer de l'argent. Ça se voit vraiment. Moi, j'ai pas une maladie, mais j'ai un truc. Tant qu'on y est, mais parce que je pense que. Corps au pied. Non, mais c'est intéressant de parler de ça parce que c'est le reflet aussi de l'époque qu'on est en train de traverser. Mais moi, j'ai fait énormément de dépression depuis que je suis psy. Et c'est pareil, j'ai essayé de soigner ça d'abord avec la psychologie, puis avec des gens un peu plus spirituels. Et il y a ce truc aussi de se dire il faut que tu sois aligné, il faut que tu écoutes les signes de l'univers. C'est que tu fais pas ce qu'il faut et dès que tu seras aligné, tout va s'ouvrir. Et si ça s'ouvre pas, en fait, et si tu n'arrives pas à t'aligner, il y a un truc culpabilisant. Ta dépression, elle s'arrange pas. Et moi, clairement, si j'étais pas allé voir finalement un psychiatre au mois d'octobre dernier, je pense pas que je serais là en train de vous parler. Voilà, je serais tranquillement en train de boire un verre avec Jésus ou je sais pas qui y a là-haut, en train de dire oh putain, finalement des proches, Coluche, voilà, ça va là vous les gars. Bon bref, mais alors que j'avais hyper peur. Il y a des dépressifs dans la salle. Alors que j'étais j'avais hyper peur des médicaments, finalement c'est ce qui aujourd'hui, en tout cas, je vais pas dire que c'est ce qui va me permettre de m'en sortir définitivement, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à me tenir debout et que je suis encore vivant. Donc tout ça pour dire que
de manière générale, effectivement, sur ce côté médecine alternative où il vous suffit de prendre en main ceci, cela, il faut faire très, très, très attention parce que c'est fleurissant, ce genre de truc. Il y a des gens qui font des formations en 1 an, 2 ans, des fois 6 mois, des fois 2 semaines et qui se veulent spécialistes d'un sujet et qui vont prétendre vous sauver. Je dis pas que la pharmacie, qu'en pharmacie, il n'y a pas des gros bâtards et que c'est pas un commerce. Et je dis pas que tous les gens qui proposent des choses un Non, mais peu le problème, c'est alternatives que sont c'est des pas encadré, arnaqueurs. parce que tu peux le retrouver chez les médecins aussi, et on sait très bien que chez le médecin, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a à dire de comportement qui va pas. Mais c'est qu'en fait, là, on a un espace où il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'éducation à la spiritualité. C'est con, hein, mais je veux dire, on n'est pas éduqué à qu'est-ce que c'est avoir une spiritualité dans une société, et comment reconnaître des gourous, comment reconnaître des arnaques, rien qu'on voit avec les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, le nombre de gourous des réseaux sociaux qui sont en train de se structurer, qui parlent même pas de spiritualité, qui ont une autre forme de gouroutisme, c'est facile hein, de tomber sous l'influence de quelqu'un dans un espace où il n'y a pas d'encadrement. Ouais. Ouais, puis Tu vois, tu joues en plus sur un sujet qui est absolument horrible, mais c'est l'espoir. Tu joues totalement là-dessus, quoi. Tu vas vers la faiblesse des gens, tu vois. Moi, la première fois qu'on m'avait contacté pour me dire, ah, mais attends, mais il suffit juste d'avoir un soin énergétique extrêmement poussé, bah, même si j'y ai pas cru, j'ai quand même eu une fraction de seconde où je me suis dit, bah, franchement, ça se tente, quoi. Tu vois. Bah ouais, moi Bah, j'en ai fait. J'ai fait des soins énergétiques où j'ai mis 300 balles dans une séance. Et attention, c'est pareil, c'est comme les médecins, c'est comme les énergéticiens. Il y en a des super, hein. Attention, on peut pas faire une généralité non plus de tout. Mais il y a aussi des gens qui veulent vraiment prendre ton fric, quoi. Ouais, surtout attends, et puis une fois de plus, moi je me suis toujours imaginé que les gourous c'était des gens En robe. forcément. Non, mais tu sais, des méchants. Forcément, ils savent qu'ils sont méchants. Ils se lèvent le matin comme les méchants dans les films. Mais il y en a beaucoup aussi qui se mentent à eux-mêmes et qui s'auto-persuadent d'être des gens bien. Donc quand tu te mens à toi-même, Oui. forcément, c'est plus facile. Bien Voilà, sûr. c'est pas des gens qui sont dans l'analyse. bah, Bon, c'est qu'en plus, tu as parfois aussi toute une dimention familiale. Je veux dire, quand tu te retrouves, par exemple, dans une famille hyper pratiquante, chrétienne, où tu as toute la famille qui va se retrouver à se traiter avec des prières tu vois, c'est qu'il y a aussi une pression sociale, une pression familiale, une pression. J'avais parlé à une personne qui vivait, je sais plus c'était où en Afrique, et qui était une petite ville où en fait toute sa famille était pratiquante à fond chrétienne. Et en fait, tu avais toute la famille qui le maintenait dans ce truc de il a guéri du VIH par la prière. On a tous prié en famille et il va mieux, donc il a guéri. ouais. Et donc, tu te retrouvais avec un gars qui disait bah, je prends plus de traitement parce que je sais que j'ai plus le VIH. Et non, j'ai pas à faire de dépistage parce que ça serait remettre en question ma foi. Tu vois, et c'est hyper compliqué. Et c'est là où c'est hyper injuste, c'est que tu te retrouves parfois avec des condamnations des personnes séropositives pour transmission volontaire, mais parfois on va pas creuser plus loin. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on a, tu vois, de cette obsession de la criminalisation des personnes séropositives, et qu'on a retrouvé avec toutes les discriminations, sans aller chercher à comprendre pourquoi derrière. C'est-à-dire qu'il faut déjà Bien sûr. arriver à comprendre que pour qu'une personne transmette le virus, il faut qu'elle prenne pas de traitement. Ne pas prendre de traitement, c'est un suicide. Donc déjà, il faut prendre conscience de ça. Et qu'est-ce qui fait que cette personne-là ne prend pas de traitement? Est-ce qu'elle n'est pas sous influence? Et se poser la question, qu'est-ce qu'il faut aller chercher derrière? Nous, à Antibes, j'avais trouvé, alors je m'en veux parce que ça fait des mois que je recherche le nom de cette entreprise. Il y a une entreprise qui a ouvert pignon sur rue qui prétend guérir du VIH par des soins énergétiques quantiques. D'accord. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est là où il faut aller chercher, tu vois aussi. Oui, et puis après, il y a toute la partie manque d'informations qu'on a depuis des années, où, comme tu dis, on mettait l'accent surtout sur la prévention, voilà, mettez des préservatifs, tout ça, sans parler du VIH en lui-même et des gens porteurs du VIH, comment ça se passe pour eux. Il y a beaucoup de j'allais dire mésinformations, j'ai qu'à inventer ce mot aussi. Bah, Désinformations. Non, mais c'est ça, mes informations, Non, ça dit, mais je non, pense que c'est encore le information. cas, parce qu'on est encore dans un truc, Ouais, bien enfin, sûr. tu sais, on a des phrases, genre, je pense qu'il y a des phrases que je vais dire qui vous choquent pas. Mais si je vous dis on est tous concernés par le VIH parce qu'on pourrait tous un jour l'avoir, est-ce que ça vous choque? Qu'on pourrait tous un jour l'avoir? Non, moi, non, ça me choque pas. Et si je te dis que est-ce que tu es concerné par les gens qui sont en fauteuil roulant? Bah, pour l'instant, non. Ok. Alors pourquoi est-ce que pour le VIH tu le serais? Je veux dire, c'est pas parce que tu achètes une voiture que, sous prétexte que tu pourrais avoir un accident, tu es concerné par les gens qui sont en fauteuil roulant. Avec la question du VIH, on a fait en sorte
que tu crois que tu es concerné, alors que, gars, tu n'as pas le VIH. Mais de où tu es concerné? C'est-à-dire que tu es concerné par la prévention, par mettre une ceinture de sécurité, par mettre une capote, par les précautions. Mais tu n'es pas, pas quelqu'un qui a le VIH. Et c'est quand même assez délirant parce que c'est comme si n'importe qui te dit « Ah, moi, j'ai le droit de parler à la place de tous ceux qui ont un cancer parce que je pourrais avoir un jour un cancer. » Mais gars, si tu n'as pas un cancer, tu n'es pas concerné. Ouais. Tu es concerné, si tu veux, par manger 5 fruits et légumes par jour, si tu veux. Ça t'empêchera pas peut-être d'en avoir un jour, d'ailleurs, hein, comme pour le préservatif. Hein, je veux dire, un accident, ça arrive toujours. Et c'est ça qu'il faut arriver à se dire. Une autre phrase qu'on peut sortir à la con, c'est attends, t'avais quoi? T'avais ça, moi j'en peux plus cette phrase. On a aussi le truc de attends, tous concernés parce qu'on pourrait un jour l'avoir. Il y en a 3, je les ai oubliés. Pour les personnes séropositives, quand on explique le TASP, on dit qu'on est sous TASP. On dit aux personnes C'est quoi le TASP? séropositives, le TASP, c'est traitement à prévention. C'est le fait qu'on les met sous traitement pour qu'elles ne transmettent plus le virus du VIH. Donc, c'est une mesure de préventive. Donc, on dit que les personnes séropositives sont sous TASP. Est-ce que ça vous choque? Alors, j'avoue, j'ai pas trop compris la Moi phrase. non plus. Alors, je reprends. Ouais, reprends, Nico. Ce qu'on dit beaucoup dans le corps médical et associatif, c'est qu'aujourd'hui, on a ce qui s'appelle le TASP. TASP, ça veut dire traitement à prévention. Ça veut dire qu'on donne aux personnes séropositives un traitement préventif dès le diagnostic, dès le dépistage, pour que le virus ne se transmette plus. Et donc, elles sont sous TASP, et donc elles sont indétectables. C'est-à-dire que leur charge virale est indétectable et le virus ne se transmet plus. Donc, on dit qu'elles sont sous TASP et qu'elles sont indétectables. Là, ça va, vous avez compris ou pas? Ouais. Oui, c'est bon. Est-ce que ça vous choque? Bah non. Bah, moi non plus. Alors, moi, je veux dire pourquoi c'est hyper choquant. Premièrement, on ne nous met pas sous TASP pour pas transmettre le virus. On prend un traitement pour pas mourir. On prend pas un traitement pour les autres. Et de deux, on n'est pas indétectable parce qu'on n'est pas le virus. Et ça, c'est des phrases qu'on a banalisées dans le système associatif, où on nous confond avec le virus et on nous dit non seulement qu'on nous traite de force, parce que si on ne prendrait pas de traitement, on irait le transmettre volontairement. Ah non, c'est pas parce que le virus est transmissible que forcément on va aller le transmettre aux autres. Donc déjà, on ne prend pas un traitement pour ça. Hein. Moi, si je prends un traitement, c'est pas pour ne pas le transmettre ou pour m'empêcher de le transmettre. C'est parce que si je le prends pas, je vais mourir. Ouais. Et c'est sûr, symboliquement, ça n'a rien à voir. Mais Quoi. de toute façon, de toute façon, Nico, là-dessus, c'est aussi, pas l'inconscient collectif, mais il y a un truc ultra culturel autour du VIH parce que c'est sexuellement transmissible. Il y a quand même un côté. Oui, mais tu regarde. vois ce que je veux dire? Parce que la vision des gens, elle est totalement différente. Moi aussi, j'ai une maladie chronique. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une maladie chronique. J'ai bien compris la différence entre maladie et infection. Mais par contre, quand je dis que j'ai un diabète de type 1, les gens ils me font ils connaissent rien à ma maladie et ils comprennent pas et tout. Oui. Mais il y a quand même pas cette dimension. Mais non, parce que toi, c'est plus de l'inconnu et du et je peux pas la transmettre. Ou je m'en Tu vois, fous. Alors que ce que dit Nico, c'est super intéressant parce qu'effectivement, si tu vois un porteur du VIH qui va dire bah moi non, imaginons, il dit je prends pas de traitement sans expliquer pourquoi je refuse un traitement préventif ou un traitement tout court. Le premier truc qui va nous venir en tête, c'est l'enfoiré, il va transmettre. Et c'est comme si on partait du principe que la personne, forcément, elle se fout de l'autre. Sans chercher à comprendre le pourquoi. Tu vois, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Tu vois, ce qu'on attend de nous, c'est que pendant longtemps, on nous a demandé de faire des témoignages. Et dans les témoignages, on nous demandait constamment de dire il faut dire aux gens protégez-vous. Et ça, c'est un truc qu'on a beaucoup retrouvé dans les témoignages de personnes séropositives où tu avais une sorte de discours de voilà, moi j'ai eu un accident, où j'ai pas mis de préservatif, j'aurais dû faire plus attention, donc l'important c'est de vous protéger. Est-ce que ça vous choque ou pas? Alors là, j'allais dire oui et non parce que c'est comme si, quand j'entends ça, c'est comme si tu l'avais déjà quelque part de base et que c'est toi qui. Je sens que c'est toi qui le transmets dans cette phrase-là et non l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dire. Moi, j'ai eu l'impression pendant certains témoignages qu'on me faisait d'être un gars en fauteuil roulant où on me disait on va te secouer et dis aux gens mettez votre ceinture de sécurité quoi. Et tu dis mais gars, non seulement je suis pas une marionnette qu'on secoue pour dire aux gens de se protéger comme si oh mon Dieu j'avais fait de la merde et il fallait que les autres ne finissent pas comme moi, horrible. Ah ouais. Et cette phrase de constamment dire aux gens protégez-vous, alors moi j'aime bien faire des parallèles, je sais que des fois ça choque un peu, mais je pense que à mon sens pour moi ils sont pertinents, mais on ne gère pas l'IVG en disant aux femmes vous n'avez qu'à vous protéger, on ne gère pas le VIH en disant aux gens vous n'avez qu'à vous protéger. C'est-à-dire que le préservatif c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on oublie complètement que le fond du sujet c'est le consentement. Les personnes les plus touchées sont les personnes pénétrées.
C'est facile de dire aux gens, bah, t'as qu'à mettre une capote. Mais t'es bien gentil. Moi, j'ai le VIH, je suis pro-capote. Mais sauf que moi, je suis une personne qui est pénétrée. Je me suis battu toute ma putain de vie avec mes partenaires pour qu'ils mettent une capote. Mais le truc, c'est que, voilà, une capote. Alors, je pense que les gens qui sont pénétrés savent ce que c'est, hein. Le mec qui va, ça va, je fais que me frotter, et qui finit par rentrer et qui te dit, oh oui, bon, ça va, fais pas ton chieur, parce que quand t'es pro-capote, des fois, t'es traité comme un emmerdeur de service parce que, oh, ça va. Tu vois, oui, bien c'est sûr. hyper compliqué. C'est un truc que Les je gens pense qui que retirent la capote discrètement. Anso, t'as dû le vivre aussi, parce que moi, je sais que j'ai Non. eu des potes qui m'ont vraiment fait des témoignages en ce sens, de le gars qui insiste et en mode, faut aller, sois pas relou, en gros, et puis Mais c'est exactement moi, ça. je connais, Non, mais en fait, moi, j'aime pas. Bah, oui, mais Ouais. du coup, comme on est deux, en fait, ça m'arrange pas. et puis des fois, il Bah ouais. y a une espèce d'emprise aussi psychologique, quoi. C'est Oui. vrai, t'es dans un moment, C'est exactement t'es ça. seul en fait face à la personne, et c'est facile derrière de culpabiliser ou de se dire machin. Mais enfin, je veux dire, c'est un cas de figure, hein, il y en a Oui. plein, parce qu'il y a aussi des gens qui retirent la capote sans le dire. Voilà. Et ça, c'est vraiment le fond du sujet, c'est le consentement. Moi, je suis contre les gens qui disent mettez des capotes. C'est complètement non productif. Il vaut mieux arriver à sensibiliser les gens sur le consentement. Et moi, je préfère dire, vous savez, si vous avez un rapport non protégé forté, c'est un viol. Donc, prenez-en conscience déjà. Déjà, en prendre conscience, c'est déjà un pas. Après, je veux dire, c'est tout ça qu'il faut retravailler. Tu vois, par exemple, en parallèle, on a la PrEP. Donc la PrEP, c'est super, c'est un outil qui protège du virus du VIH, même lors de rapports non protégés. Le revers de la PrEP, c'est qu'on ne fait pas d'éducation à la PrEP. Donc, c'est-à-dire qu'on donne la PrEP aux gens et on ne les éduque pas. Donc, tu te retrouves avec des gens qui imposent des rapports non protégés parce qu'ils sont sous PrEP. Et parce que c'est bon, je suis sous PrEP. Oui, mais gars, la PrEP, tu la prends pour toi. Et c'est pas un outil, alors pas tout le monde le font, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est que ça devient parfois un outil de pression pour dire t'inquiète pas, je prends la PrEP, donc on peut avoir des rapports non protégés. Mais sauf que des fois, le rapport non protégé, il est un peu forcé, tu vois. Et c'est ça qu'il faut revoir, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre conscience que, merde, le consentement, c'est le fond du sujet. Mais Et- tant que les gens considèrent que nous, on est des violeurs, si on prévient pas qu'on a le VIH alors qu'on peut pas le transmettre, mais qui considèrent que c'est normal d'avoir des rapports non protégés de force, il y a un bug dans la matrice, quoi. Est-ce que Donc, il faut vraiment. Est-ce que ça vient pas tout ça quand même, le problème de base, c'est pas avant de parler des communautés LGBTQ+, je veux dire de l'homophobie basique déjà de base, c'est-à-dire que comme tu parlais de culture au départ dans les films, etc. Il y a encore pas si longtemps que ça, moi quand j'étais petit, les personnes homosexuelles dans les films c'était des caricatures, c'était des vannes, c'était pédale douce, des trucs comme ça, des films que j'ai vus petits, je sais même plus de quoi ça parle, mais je sais qu'il y avait peut-être de la stigmatisation et j'ai quand même l'impression qu'on est, même si la société change, il y a encore l'image de l'homme hétéro et viril avec l'image qu'on a fait de la virilité qui prédomine et homosexualité a été souvent associée, et l'est encore, je pense toujours, à une féminité chez l'homme qui dérange, à un manque de virilité et à ce côté, ouais, c'est pas des vrais hommes, et donc, enfin, je me demande s'il n'y a pas ce truc quand même encore sous-jacent. Et ça Ouais, mais là, on est dans l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on est dans l'intersectionnalité des luttes contre la discrimination. C'est-à-dire que oui, pour moi, parce que je suis un homme homosexuel, mais je serais une femme, ça serait l'intersectionnalité entre la misogynie et la sérophobie. Je serais une personne racisée, ça serait, tu vois, comment dire, la rencontre entre la sérophobie et le racisme. Oui, pour moi, parce que je suis homosexuel. Mais je serais un homme hétérosexuel, peut-être qu'on imaginerait que soit je suis un homosexuel refoulé, soit que je suis usager de drogue injectable et que j'en parle pas. Ouais, non, donc on va en fonction, tu vois, du genre, de la couleur de peau, de la sexualité de la personne, imaginer des biais derrière la sérophobie, parce que le gros fantasme, c'est mais comment il a eu? Et ça, c'est le truc que les gens adorent. C'est ah, t'as le VIH, mais comment tu l'as eu? Moi, j'adore dire que c'est toi, soit j'ai fait une grosse partouze avec exclusivement des noirs, des trans, des homosexuels dans une grande cave et on faisait ça tous les week-ends, soit ce que je réponds, c'est que c'est son père qui me l'a refilé. Mais parce qu'il y a ce fantasme absolu de dire, mais quand même, il faut quand même que tu nous le dises par prévention. Comment ça, par prévention? Ouais. Et sans que les gens réalisent la violence de la question, parce que je vais donner des situations. Je l'ai de naissance, donc c'est ce qu'on appelle une TME, transmission mère-enfant. Okay. Ben là, en fait, ce que la personne me demande, c'est de divulguer la séropositivité de ma mère. Ben, en quoi ça la regarde? Et puis ma mère, elle a sa vie privée, ça regarde personne. C'est un viol, mais de où je vais parler, de où tu demandes à quelqu'un s'il a été violé? Enfin, tu vois, je l'ai eu, je l'ai eu avec un ancien mariage et c'est mon ex qui m'a trompé. Mais de où ça le regarde aussi? Ouais, c'est-à-dire qu'en plus, quand on demande à quelqu'un comment il a eu le VIH,
on demande indirectement la séropositivité d'une tierce personne qui n'est pas là. Oui, en fait, Alors, dans le cas où la personne le sait, parce qu'il y a le cas où la personne ne sait pas d'où ça vient, et c'est d'autant plus traumatisant de dire je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi nous apprendre comment dire, à dépasser cette pression sociale, parce que il y a tellement de questions que la société nous impose, mais qui ne nous appartiennent pas, que tu sais, j'ai un copain qui m'a dit, mais moi, je me sens forcé d'y répondre. Ah oui, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi tu te sens forcé. Hmm, Parce qu'en fait, derrière, il y a une question de culpabilité qu'on bien nous sûr. fait porter. Et des fois, on est tellement seul qu'on a l'impression qu'il faut qu'on se justifie. Mais quand tu n'as pas de communauté derrière, c'est compliqué de dire, mais je Ouais, t'emmerde. ouais. Quand tu es tout seul, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est que bah, déjà, c'est même pas qu'il n'y a pas assez d'informations, c'est qu'il y en a zéro, quoi. J'ai l'impression que les seules informations qui sont en notre possession aujourd'hui pour le commun des mortels qui n'est pas directement touché par ce genre de situation, bah, voilà, c'est tout le temps les mêmes infos depuis les années 90. C'est un truc, tu dis, ok, le sida, bon, tu peux savoir qu'on n'en meurt pas, sur la transmission, le machin, est-ce que tu transmets sur chaque rapport sexuel, différence VIH, sida, bon, tu peux y voir un peu flou, mais en fait, tu te rends compte, en t'entendant parler, je me rends compte qu'on est à des milliards de kilomètres de comprendre Mais ce qui se joue. et on est à la ramasse, hein, parce que je sais pas, je pense que les féminicides, c'est un sujet important. En France, il y a 2 fois plus de morts du sida que de féminicides. Et Ouais, pourtant, on n'est que 190 000 personnes séropositives. C'est-à-dire, pour te donner, tu vois, un peu une échelle, on n'est que 190 000 séropositifs diagnostiqués. On a 2 fois plus de morts du sida que de féminicides. Donc, la question, c'est pourquoi et comment ça se fait alors qu'on a les traitements. ouais. Et à l'échelle mondiale, on est à 760 000 morts du sida. Il n'y a pas si longtemps, on était plus d'1 million de morts par an. 1 million de morts de quelque chose qu'on sait traiter où on a les traitements. Donc, tu dis, mais comment ça se fait que les gens n'ont pas accès à ces traitements? Comment ça se fait? Ou alors qu'ils ne les prennent pas? Ce qui me fait chier, moi, en fait, dans tout ça, c'est que on est quand même dans une période intéressante parce que beaucoup de communautés prennent la parole. On parle de choses comme la société patriarcale, la grossophobie. On va parler des communautés LGBTQ+. Désolé si j'oublie des lettres parce que c'est que Puis il y a plus. ouais, Il y a plus. voilà, j'ai une petite mémoire, désolé. C'est pas grave, hein. Mais Je en tout connais cas, pas tout l'alphabet. qu'est-ce qui me fait chier là-dedans? C'est que j'ai l'impression qu'on assiste quand même à une époque où chaque communauté défend son bout de gras et elle a raison. Et en fait, tu as plein de petites équipes et il y a des gens qui finalement vont choisir leur combat ou aucun. On se dit, ah ouais, je vais m'intéresser à tel sujet. Mais on oublie que le truc de base dans tout ça, c'est qu'on est tous des putains d'êtres humains hyper différents et qu'on n'arrête pas de se stigmatiser les uns les autres ou de pas essayer de comprendre. Ah, vas-y, je suis dans le sud, les Parisiens, c'est des connards. Je suis du sud-ouest, bah, les Landais, c'est des connards. Les Basques, ferme ta gueule. Allez, on va aller plus loin. Ouais, mais les personnes qui viennent de tel pays, les machins. Les religions, ah putain, islamophobes, les islamistes, c'est pareil que les musulmans et que je sais pas, de toute façon, c'est les arabes. Ouais, et puis les gays, les machins, et puis les féministes. Bon, en fait, il y a plein de trucs comme ça où en fait, il y a plein de gens qui détestent plein de gens. Même chez les gens qui justement se montrent un peu plus intelligents et disent attention, regardez, moi je représente telle communauté, on souffre de ça depuis des années. Et ben, en fait, il y a une espèce d'enfermement là-dedans qui fait que tu peux très bien être ouvert sur les causes qui te touchent et sans te rendre compte que tu ne t'intéresses pas du tout à d'autres causes, que tu ne te rends pas disponible intellectuellement, émotionnellement pour d'autres. Et on oublie que putain, ça m'énerve, je suis désolé. Ça se sent, hein, que ça t'énerve. Moi, je pense que une piste de solution, déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on lutte contre les discriminations. On lutte pas simplement parce que c'est de l'injustice. Parce que je pense que quand on n'est pas touché directement pour une injustice, on a tendance parfois à s'en battre un peu les couilles. Arriver à comprendre que les injustices, c'est surtout un dysfonctionnement politique, économique, culturel, d'accès à la santé, et donc que c'est important pour tout le monde, pour penser à un système qui va plus ou moins tenir la route, surtout quand on se rend compte que dans l'avenir, on va avoir des crises économiques, des crises sanitaires, etc., des crises écologiques, etc. Moi, ce que je pense, enfin, en tout cas, c'est ma position, moi, j'attends beaucoup de la lutte antivalidiste. Parce que je pense que la solution, elle est de ce côté-là. C'est-à-dire d'arriver à concevoir un peu comme on a fait avec les LGBT, où on a commencé à théoriser le concept de parapluie. On va expliquer que sous le parapluie, par exemple, de la transphobie, il y a plusieurs types de transphobie, binaire, non binaire, etc. Et qu'on commence à comprendre le principe de parapluie. Sauf que c'est très
propre aux LGBT. Alors moi, j'ai tendance à dire, en fait, en réalité, le plus grand parapluie des discriminations, c'est le validisme. Au sens qu'il y a des citoyens qui sont considérés valides et des citoyens qui sont considérés invalides. Et qu'en réalité, être une femme aujourd'hui dans la société, c'est être handicapé. Être homosexuel dans la société, c'est être handicapé. Alors, c'est pas le même handicap qu'un TCA, que de l'autisme ou qu'un handicap physique, mais on reste dans quelque chose qui est de l'ordre de l'handicap. Et à mon sens, il faudrait je pense beaucoup qu'il faudrait penser ce grand parapluie du validisme et que sous ce parapluie du validisme, on va retrouver la misogynie, le racisme, la LGBT-phobie, la sérophobie, etc. Et quand on va creuser dedans, on va y retrouver tous les rôles sanitaires, d'accès à la santé, économique, le classisme, etc. Maintenant, j'ai perdu mon fil parce que moi je pars beaucoup puis après je perds mon fil. Je voulais dire autre chose et puis j'ai perdu ce On dirait Greg. J'avais une conclusion qui était Je top. disais que c'était politique, parce que je parlais de ça, du fait qu'on se déteste tous les uns les autres. Et qu'on bref. s'ouvre pas assez au combat des autres, en fait. On En s'écoute fait, pas assez. Mais c'est surtout que, enfin, je sais pas, moi à la base, je me disais qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à être un humain de base, parce que là on est en train de se compliquer la vie. Je veux dire les mots homosexualité, même trans, etc. Enfin, ça devrait même pas exister. Les mots, je veux dire. Est-ce que tu as un mot pour quelqu'un qui bouge souvent son petit doigt quand il est stressé et celui qui va plutôt bouger le pouce? Non, parce qu'on s'en bat les couilles, parce que chacun a sa ça existera du moment qu'on a, enfin, parce qu'on a une culture et que dans la culture, on va forcément avoir une représentation du citoyen idéal et en fait, de qu'est-ce que c'est un citoyen dans la culture qui définit en tout cas notre pays. Donc, on va à un moment faire une proposition de qu'est-ce que c'est être un individu. Et forcément, il y a plein d'informations qui vont passer à l'as. C'est-à-dire que, regarde, tu peux te dire que les LGBT sont ouverts. Enfin, quand tu vois aujourd'hui le nombre de transphobies qu'il y a et de luttes, tu vois, regarde ce qui s'est passé récemment avec mince, moi les mots, des fois je les perds. Ce qui se passe avec les ah putain, j'ai perdu le terme. Donne-nous un indice. Merde. Grille-pain, chaussures, deltaplane. Non, je vais y arriver, je vais retrouver. On va te proposer tous les mots. Je suis dyslexique, TCA, TSA, TDAH, donc moi j'ai tous les handicaps. On va raccrocher parce qu'on parle pas avec les TDAH. Les xénogenres, voilà. Ce qui s'est passé avec les voilà, ce qui s'est passé avec les xénogenres. Ouais. Tu as tout un mouvement anti-xénogenre, même au sein des LGBT, qui vont te dire ah mais c'est quoi ces conneries. Mais le temps en fait que tu prends pas le temps d'essayer de plus comprendre, parce que tu as des gens qui vont te dire ah oui mais les xénogenres ils disent qu'ils sont trans donc ils sont en train d'invalider la lutte trans, etc. Enfin tu as tout des guerres parce que tu as des gens qui ont souffert et qui se reconnaissent pas dans des gens qui vont avoir donné l'impression qu'ils s'accaparent leurs termes, donc il y a des tensions qui, et si tu prends pas le temps de regarder ce que c'est vraiment le xénogenre, tu peux tomber dans ce piège-là. Moi, la première fois que j'ai entendu parler des xénogenres, j'ai eu un moment de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Moi, c'est je quoi, sais pas ce que c'est. Hein. Si tu veux bien nous l'expliquer. Ouais, parce que moi, je sais pas. Si tu veux, c'est des gens qui vont associer leur genre plutôt à autre chose que homme, femme. Ça peut être des couleurs, ça peut être des objets, ça peut être, c'est-à-dire que c'est un genre qui est pas défini de manière binaire. Alors, je sais pas si je l'explique bien, parce que mais ça va, c'est plus ou moins clair. Ouais, c'est très clair. Ouais. Et au début, c'est un truc, moi, quand je l'ai entendu, si tu veux, qui m'a dit, mais c'est quoi cette connerie? Sauf que, ayant vécu de l'homophobie et de la sérophobie, je me suis dit, ok, c'est un peu ça m'a renvoyé à ce que les autres renvoient de moi quand je parle de sérophobie, de c'est quoi cette connerie? Ouais. Et je me suis dit, ok, ferme ta gueule, prends le temps. Là, sur le moment, j'avais pas le temps parce que j'avais d'autres problèmes dans ma vie. J'ai écouté, évite d'y réfléchir. Le jour où tu auras le temps, tu t'y pencheras. Et je t'assure, le jour où je m'y suis intéressé, que j'ai commencé à parler à des personnes xéno, non seulement ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a aidé, moi, à rentrer dans un processus de diagnostic sur, finalement, mes TSA et mon TDAH, parce que ce que j'ai réalisé, c'est que depuis petit, moi-même, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire être un homme ou une femme pour moi. C'est un truc qui m'a toujours angoissé. Et ben, tu sais quoi, en réalisant et en parlant avec des xénos, je me suis réalisé que depuis petit, quand je parle aux gens, pour moi, les gens, ce sont des couleurs et ce sont des vibrations. Et en fait, je me suis retrouvé. Et de me dire, mais merde, quand je me suis rendu compte que quand je parlais à des xénos, qui en fait étaient pour la plupart souvent des personnes qui avaient un TSA ou qui avaient quelque chose de l'ordre du spectre autistique ou un TDAH associé à ça, et qu'en fait ils avaient une autre manière d'imaginer les gens, parce que moi les noms, je les enregistre pas. Pour moi les gens, c'est pas des formes de visage, c'est pas un genre, c'est pas un sexe, parce que je l'emmagasine pas cette information. Pour moi elle veut rien dire. Pour moi les gens c'est des couleurs et des vibrations. Et pour moi aussi je suis une vibration et une couleur en fonction de comment je me ressens. Ben, en fait je me suis retrouvé là-dedans. Et de me dire, mais bon sang, en fait, c'est le pont entre la LGBT-phobie et l'antivalidisme avec les questions de l'ordre de l'autisme. Et ça,
non seulement ça a été un truc de ouf parce que ça m'a ouvert et moi, ça m'a permis de réfléchir notamment sur mon TSA, mais aussi sur la manière dont je concevais mon genre. Et ça m'a soulagé sur cette question qui me pourrissait la vie depuis petit, de me dire, mais pourquoi tu n'arrives pas à être un homme? Parce qu'en fait, cette question-là, elle ne me parle pas. Et je me suis rendu compte que c'était une question qu'on avait, qui était sociale, mais qu'en fait, qui, moi, ne me parlait pas, parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre de savoir qu'est-ce que c'est être un homme pour moi. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis une couleur. Alors, je te le dis, Mais c'est couper du bois et à faire du tuning. Voilà, comme ça, tu le sauras, tu peux le noter. Voilà, si un jour tu as envie d'être un homme. Non, mais je me reconnais dans ce que tu dis aussi parce que, en fait, le truc, c'est que des fois, de mettre des mots sur des choses, c'est quelque part, ça peut faire que, alors qu'on cherche à s'ouvrir et à montrer qu'il n'y a pas de petite case, mais on crée une nouvelle petite case qui n'est pas claire pour les autres. Donc, ils vont nous juger en fonction de la perception qu'ils ont de cette petite case, j'ai l'impression. Je sais pas si je suis très clair. Mais... alors, je te dirais plutôt le contraire. C'est qu'en fait, on met tous des étiquettes à tout le monde. Et on met des étiquettes basées sur des a priori, des préjugés. Ouais. Parce que ça nous permet de faire des raccourcis. Parce que c'est logique aussi. Je veux dire, on fait des raccourcis. On va pas, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, se dire, je repars à zéro. En fonction de comment elle est habillée, de comment elle s'exprime, on va avoir des a priori. Ah bah tiens, elle parle bien. Peut-être qu'elle est issue d'une famille bourgeoise. Ah tiens, il parle très bien le français. Peut-être que ses parents sont professeurs de français. Enfin, on va avoir des a priori comme ça qui vont toucher jusqu'à l'intimité de la personne, voire pourquoi pas sa culture, son origine, etc. par raccourci. Donc en fait, automatiquement, on met des étiquettes. Et ce qui est insupportable, c'est de se rendre compte que plus les communautés et les individualités s'expriment, plus on se rend compte que ces étiquettes qu'on donne aux gens pour pouvoir s'inscrire dans une réalité qui a du sens, elles s'effondrent et qu'en réalité, on ne connaît jamais personne. Et ça, c'est très angoissant. Et là, on dit, oh, vous nous faites chier avec vos étiquettes. Mais en réalité, c'est pas les gens qui mettent des étiquettes. Ils nous les enlèvent. Et plus tu as de personnes qui disent, mais il y a ça aussi, mais il y a ça aussi. C'est pas rajouter des étiquettes. C'est décoller les étiquettes qu'on met par raccourci pour que notre existence ait du sens dans l'échange qu'on a avec les autres. Et du coup, ça devient très anxiogène parce qu'on se dit, mais bon sang, en fait, on sait jamais rien. Et non, on sait jamais rien. Alors, c'est hyper angoissant parce que du coup, tu te dis, mais en fait, je comprends rien alors. Bah non, tu comprends rien et c'est pas grave. Mais bon, voilà, je veux dire, on est aussi dans une époque de l'humanité où il y a pas si longtemps que ça, on avait une économie qui était stable. Je veux dire, l'époque de nos parents, nos grands-parents, enfin, il y avait quelque chose où la culture était figée dans le temps. Ça allait. Donc, forcément que ces étiquettes étaient très solides. Mais quand on a un système qui s'effondre et qu'on a comme avenir l'impression qu'on a quoi comme avenir? Une guerre mondiale, une crise écologique, une crise économique, peut-être que dans 5 ans on est mort, peut-être que dans 20 ans on est mort, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'avenir, tu vois, sensé, je veux dire, on a l'impression que ça va être terrible. Donc, forcément que toutes ces étiquettes, il faut qu'elles s'effondrent et qu'on commence à gagner une flexibilité pour te dire, OK, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on reconstruise autre chose qui tienne la route et dans le meilleur des cas, qu'on se mette à éviter de détester nos voisins. Donc, c'est très anxiogène parce que du coup, il faut tous nos a priori qui étaient valables il y a encore quelques années, les abandonner, repartir à zéro et comprendre que la solution, elle vient peut-être des citoyens qu'on n'a pas écoutés jusqu'à présent. Et les citoyens qu'on n'a pas écoutés jusqu'à présent, qui pourraient peut-être nous donner un nouveau modèle, c'est qui? C'est les femmes, c'est les personnes racisées, c'est les gros, c'est les diabétiques, c'est les personnes malades, c'est les séropositifs, c'est les homosexuels, etc. Alors c'est insupportable, parce qu'on se dit, mais attends, on va pas laisser les handicapés nous expliquer quel est le monde. Et oui, parce qu'en réalité, l'handicapé, c'est celui que toi, tu as inventé. C'est-à-dire, tu sais, moi, j'avais beaucoup de mal avec le mot handicap. Et il y a une amie qui m'a changé, qui m'a retourné le cerveau, parce que moi, j'avais un problème avec le handicap, parce qu'handicap, ça vient de N to Scap, c'est un jeu anglais. Enfin, je sais pas si je le dis bien, parce que je suis nul en anglais. Et en fait, ça veut dire main dans le chapeau. Et à la base, c'est le fait de tirer un mauvais numéro dans le chapeau. Et cette définition me dérangeait. Et de me dire, mais attends, c'est horrible de dire que j'ai tiré un mauvais numéro. Et j'ai une pote qui m'a dit, mais tu sais, ça, c'est une vision validiste parce que tu pars du principe que le fautif, c'est la main. Sauf que peut-être que le problème, c'est pas la main qui tire le mauvais numéro, mais c'est le chapeau qui a les numéros. Et quand tu comprends que l'handicap, tu peux le comprendre au sens que c'est la main qui tire le mauvais numéro ou le chapeau qui donne le numéro, c'est différent. Et le jour où j'ai entendu le mot handicapé au sens où je pointais du doigt comme coupable, non pas la main, mais le chapeau, j'ai plus aucun problème avec le mot handicapé. Pour moi, je suis un handicapé. C'est pas grave. C'est pas... Mais je lutte contre le chapeau, quoi. Et pas contre la main. Mais écoute, franchement, c'est très intéressant ce genre de discussion. Ça permet de comprendre on est parti très loin. Plein de choses. Ouais, mais tout ça a quand même un lien
Et justement, du lien, c'est peut-être un petit peu ce qui nous manque. Et puis, tu as une vision des choses, Nico, qui est cool. Parce qu'en fait, tu nous apprends à regarder les choses d'une manière différente. Enfin, moi, j'aime bien. Tu as fait plein de comparaisons où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, si on se positionne de ce côté-là, je m'étais jamais posé la question. Et ben, ouais. Mais en fait, je veux dire, c'est exactement ce qu'ont fait les femmes, c'est exactement ce qu'ont fait les personnes racisées. Enfin, on n'invente rien. Le seul truc, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est la même chose. Parce que quand tu dis aux gens sur les réseaux, comme par exemple, je vais faire des analogies, et pas des comparaisons, mais des analogies entre le racisme et la sérophobie, tu as les gens qui vont te fuir en disant, mais être noir et le VIH, ça n'a rien à voir. Alors déjà, 2 erreurs, parce que je suis pas le VIH, je suis une personne séropositive. Et ce qui est similaire, c'est pas une personne racisée et une personne séropositive, ce qui est similaire, c'est le trou du cul qui va faire chier la personne racisée et le trou du cul qui va faire chier la personne séropositive. C'est lui qui est le même trou du cul. Et tant qu'on n'arrive pas à comprendre que quand on va parler de discrimination, on n'est pas en train de définir une communauté, on est en train de définir ce qui a induit cette communauté. Et donc, en fait, c'est le même combat. Alors, après, c'est compliqué. Parce que, par exemple, en tant qu'homosexuel, j'aurais pu avoir du mal à me comparer à un handicapé. Regarde bien, même dans nos termes, quand on veut ne pas être discriminant, on est parfois odieux. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais maintenant que tu n'es plus contaminant, on n'a plus à te discriminer. » Comment ça? Il y a 20 ans, il fallait on pouvait me contaminer? Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par là que tu n'es pas un pestiféré. Pourquoi les pestiférés, ouais. c'était pas des êtres humains? Et ça, je veux dire, même nos phrases les plus ancrées, tu vois, quand on dit, mais t'es pas un pestiféré, mais moi, ça me trouve le cul. Je dis, mais attends, même à l'époque de la peste, un enfant qui a la peste était un être humain. Je veux dire, faut pas l'oublier. Et je veux dire, et ça, c'est des questions qu'on aurait pu exploiter, surtout qu'on a eu plein de films sur les zombies qui nous ont permis de poser cette question-là. Je sais pas si vous vous rappelez du premier épisode de, oh merde, comment il s'appelle cette série-là? Walking Dead. Ouais. Ouais, ce qui est dingue, c'est que je me suis toujours dit, la peur du VIH, pour moi, tous les films de zombies qu'on a fait, les films de vampires, ont beaucoup marché ces dernières décennies, parce que pour moi, elles sont basées sur la peur des épidémies qui sont basées sur l'expérience du sida. Et pour moi, les zombies, ça a toujours été ce truc de transmission par le sang, t'es mordu, tu deviens fou, tu vas contaminer les autres volontairement. Donc il y a quelque chose de l'ordre du fantasme du sida et de la manière dont quelqu'un qui peut transmettre un virus peut devenir fou et vouloir se venger. Ce qui est complètement fou. Hein. Et je me suis toujours dit, pendant très longtemps, c'est la question de me dire, OK, demain, je me retrouve avec une gamine qui est un zombie en face à moi, qu'est-ce que je fais? J'ai une arme, je fais quoi? Et de me dire, c'est un peu ça, tu vois, la question suprême, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que j'avais jamais vu Walking Dead, et j'ai regardé, il y a pas longtemps, Walking Dead, la première épisode, et je me dis, putain, ça commence comme ça. C'est le fils qui est devant une gamine, qui est un zombie, et il a l'arme, et il dit, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Est-ce que je tire, est-ce que je tire pas? Et je trouve que ce qu'il faudrait, plutôt que de penser que l'État arrive à gérer les épidémies, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est arriver à comprendre que la culture, ce sont des armes. Ce sont des armes pour créer des gestions, comment dire, pour répondre aux questions de ce qu'on va être amené comment dire, à dépasser dans les années à venir. Ouais. Regarde aux États-Unis, quand il y a des crises qui vont parler des crises migratoires, etc., tu as des films tout le temps sur les extraterrestres. Enfin, excuse-moi, ça parle de quoi? Ces extraterrestres qui arrivent, on ne sait pas s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, est-ce qu'il faut les intégrer, pas les intégrer, tu vois? La culture et les blockbusters et les films parlent des questions sociétales. Et ce qu'il faut, c'est absolument qu'on valorise le cinéma et aussi qu'on laisse l'opportunité au cinéma d'avoir les bons outils pour créer des bons films. Je m'explique. Ce qui serait génial, c'est que tu aies une agence avec, dans cette agence, des citoyens experts que les producteurs pourraient exploiter quand ils traitent d'un sujet. Par exemple, quand on traite d'un sujet d'un film où tu as un diabétique dans le film, mais moi, je pensais d'avoir que une c'était le agence cas. de dire, OK, Tu vois, moi, je pensais que c'était déjà le cas que tu vois, tu parlais tout à l'heure de patients experts et tout. Moi, je pensais que dans le milieu culturel, en tout cas, et notamment des séries, surtout peut-être plus des séries que le cinéma, mais je pensais qu'ils faisaient appel à des patients experts ou à des gens plus expérimentés sur le sujet. si le prod le veut, mais pas forcément. Et ce qu'il faudrait, c'est peut-être valoriser ça et faire en sorte de dire, OK, peut-être que ça peut être aussi un moment, la culture, de, tu vois, de poser ce genre de questions-là et de aussi pas laisser simplement la voix du producteur, mais aussi arriver à savoir comment est-ce qu'on traite de ce sujet-là. C'est-à-dire que, enfin, moi, je crois beaucoup dans une culture populaire. Donc, je Et pense tu sais, que tu as raison, Nico, parce qu'en réalité, on l'a vu sur plein d'autres points. Tu vois, par exemple, je te parle de Plus belle la vie. Plus belle la vie, à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas forcément d'homosexuels à la télé, sauf si c'était vraiment l'intrigue du truc. Mais quand Plus belle la vie a fait venir, tu vois, a mis en avant un premier personnage homosexuel sans que ça ne soit un sujet, là, ça s'intègre du coup
Tu vois, c'est pas le fond de l'histoire. Ouais, C'est complètement. pas regardez, il est homosexuel, regardez comme il est tout seul dans son coin. Et Et tu tu, vois, tu- tu le vois sur notamment les Pixar, tu vois, qui ouais. mettent en avant beaucoup les dispositifs des diabétiques maintenant à l'écran sans que ça soit un sujet. T'as juste un élève qui est là et qui a son capteur sur le bras. Et t'as raison, il faudrait que ce soit exactement comme ça. C'est T'as ça. Et raison. moi, tu vois, je crois beaucoup plus en une nouvelle forme de cinéma où on aura peut-être de moins en moins de célébrités, je l'espère, parce que plus on a de célébrités, plus on a aussi des clichés et des a priori de départ. Et plus, en fait, on va aller chercher des acteurs ponctuels qui sont eux-mêmes concernés. Bah, peut-être qu'on aura aussi des films qui sont encore plus impactants et que aussi on aura un rôle à jouer dans la manière dont on crée de la culture. Mais c'est pour ça que j'aime les plateformes comme TikTok, etc., où en fait les citoyens deviennent producteurs de la culture et pas Après, il y simplement a quand une même à boire et élite à manger, hein. fermée. Ah, complètement, mais Ouais. parce que c'est pas contrôlé et qu'il y a pas de et que pour le moment c'est un peu les cow-boys, hein. Je veux dire, ça tu vois, Ouais. alors c'est terrible, mais je pense que ce qu'il faut c'est valoriser ça. Tu vois, je veux dire, regarde, quand tu imagines le nombre d'associations contre le cancer qui doivent exister, et imagine combien il y a d'associations et combien de millions sont brassés chaque année. Moi, les seules personnes qui m'ont permis de me poser des questions sur l'approche de comment accompagner des gens qui ont un cancer, c'est pas les assos, hein, c'est des gens sur les réseaux sociaux. Et les gens sur les réseaux sociaux, à chaque fois, elles sont toutes seules. Et tu dis, mais comment ça se fait qu'elles sont pas soutenues? Ça, c'est Et moi, vrai. le premier. Oui. Et tu te dis, mais attends, finalement, le travail que devaient à la base faire les assos, bah, ce sont beaucoup les citoyens qui le fassent. Maintenant, ce qui est pas normal, c'est que ces citoyens, comme moi, que je fais avec le VIH sur les plateformes, bah, on est seul, on n'est pas accompagné, on est face à beaucoup de cyberharcèlement, on n'est pas valorisé, on n'est pas payé. Et de dire, bon, peut-être que plutôt que de se prendre la tête, je te donne un exemple, plutôt que de se prendre la tête sur comment on appelle ça, tu sais, les cours en santé sexuelle à l'école. Ah oui, bah les cours de bio, quoi. Enfin, t'es en bio. Non, l'éducation L'éducation sexuelle, c'est. sexuelle, ouais. Ouais. Moi, je suis un peu partagé sur le sujet. Je pense qu'en France, on n'est pas prêt à faire de l'éducation sexuelle parce que je trouve que, ayant connu des gens qui le font, je trouve qu'ils sont pas du tout encore à jour, notamment sur la sérophobie, etc. Par contre, je me dis un truc très con où je me dis, mais attendez, on est en train de parler de personnes qui sont au collège. Je parle pour les gens qui sont au collège, au lycée, en maternelle, etc. On a des nouvelles générations qui sont sur les réseaux sociaux avec des parents qui sont sur les réseaux sociaux. Et on a des centaines, voire des milliers de comptes qui font une ressource de dingue sur toutes ces questions-là. Et je me dis, mais qui empêche l'État de faire une liste de créateurs de contenu safe, reconnus comme des contenus à valoriser, qu'on pourrait mettre à disposition dans tous les établissements, aux parents d'élèves et aux élèves, et où non seulement ces créateurs de contenu, on va faire en sorte de les certifier d'un moyen ou d'une autre, de les mettre en lien avec des associations pour qu'ils soient reconnus d'utilité publique et qu'ils puissent en plus avoir accès à toutes les ressources nécessaires, toutes les aides psychologiques nécessaires et et pourquoi pas ces créateurs leur faire jouer aussi un rôle en politique, au ministère de la Santé, etc. Parce qu'en fait, c'est nous qui faisons ce travail-là aujourd'hui. C'est vrai que c'est une bonne idée. Bah, de toute façon, je pense que l'appel est lancé, Nico, parce que c'est le plein de sens. C'est le premier podcast écouté par le gouvernement. Oui. Ouais. D'ailleurs, on peut citer peut-être des membres du gouvernement. Ouais, Ministre des Sports. Patrick, évidemment, Ouais. qu'on embrasse. Ouais. Mais- Bon. Oui, pardon. Alors, je peux faire des appels alors. Ah, je vais faire un appel parce qu'il faut une journée que moi je suis en train. J'aimerais mettre en place la journée de la lutte contre la sérophobie Ouais. nationale. J'aimerais aussi qu'on arrive à créer une ligne téléphonique qui n'existe pas depuis 40 ans, qui est quand même scandaleux. On n'a pas de ligne SOS sérophobie. Donc moi, ça fait 4 ans que je me bats pour qu'il y ait une ligne SOS sérophobie pour pouvoir répondre aux personnes séropositives quand elles ont des discriminations ou quand elles ont besoin d'aide. Il y a ces deux trucs-là qu'il faut absolument que ça existe. Qu'on ait un rôle à jouer en culture et que surtout les créateurs de contenu en soient accompagnés, aidés et qu'on ait un rôle à jouer dans les questions sanitaires, les questions de maladies chroniques, d'accès à la santé. C'est-à-dire que le seul endroit aujourd'hui où on va trouver des citoyens experts, c'est sur les réseaux sociaux. Et il faut absolument aller chercher ces citoyens experts qui s'engagent tous les jours de leur vie à faire un travail qui est phénoménal. Et il faut absolument, c'est eux qui vont sauver les plateformes. Mais il faut les valoriser. Et il faut surtout entendre notre expertise qu'on a sur comment fonctionnent les plateformes, quels sont les problèmes qu'on rencontre les plateformes et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour compenser. C'est d'ailleurs intéressant, je trouve, aujourd'hui, à notre époque, de voir la différence entre ces citoyens experts et sur plein de sujets et de voir après ce qu'on entend sur le même sujet sur un plateau télé à l'ancienne, avec des espèces de chroniqueurs qui ont leurs réponses toutes prêtes et qui... C'est toujours les mêmes. Où tu sens que tu survoles des sujets, voire tu C'est les une stigmatises. puissance démocratique incroyable, les réseaux sociaux. Ouais. Par contre, le
problème, c'est qu'on a tendance à trop taper dessus parce et on l'ignore, hein, enfin, c'est-à-dire qu'on fait comme si on ne le voyait pas, mais on a en réalité une télévision et une manière de créer la télévision qui vont appuyer sur les réseaux sociaux pour recréer de l'audimat parce que je pense que, alors ça c'est mon analyse, peut-être que je me plante, mais je pense que la télé, c'est que les nouvelles générations ne regardent pas la télé. Ah, ça c'est clair. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les dramas des réseaux sociaux, quitte à les empirer pour essayer de ramasser de l'audience. Mais bien sûr. Et le problème, et le truc, c'est que si on n'a pas une télévision qui est capable de valoriser les bons créateurs de contenu, c'est pas, enfin, tu vois, je veux dire, mais bon. on a un peu un truc, tu vois, Ça va être qui compliqué. emmène. Et on a aussi des influenceurs qui vont faire n'importe quoi pour essayer, tu vois, de se faire voir pour aller sur les plateaux, etc. Et puis en fait, c'est sans fin. Bah Ce qu'il ouais. faut, c'est créer une grande émission au moins qui valorise les bons créateurs de contenu en France. Si on est une émission intellectuelle, une émission où on valorise les créateurs de contenu, où on les inviterait pour pouvoir valoriser de manière correcte et de manière safe Mais comment ça se fait que ça n'existe pas? Comment, tu vois? C'est ça, des trucs comme ça que je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'en 40 ans, on n'ait pas refait une grande émission? Regarde, là, on a vécu le Covid. Tu ne penses pas que ça serait bien une grande émission VIH/Covid? Qu'est-ce qu'on a compris du VIH et du Covid? Quelles erreurs on a faites? Quelle solution a marché entre les 2 dernières épidémies qu'on a vécues, VIH et Covid? Personne, tu as par exemple dit un truc qui est con, hein, le cas contact. Le cas contact avec le Covid. Comment ça se fait qu'en 40 ans de VIH, on n'ait jamais pensé au cas contact avec le VIH? Ça fait 40 ans qu'on sait que les personnes sont diagnostiquées à un stade avancé du VIH, quasiment un cas sur 3. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui est diagnostiquée, souvent, ça fait plus de 8 ans qu'elle a le VIH. On n'a jamais mis en place de cas contact et on dit à la personne, tu sais quoi, tu vas appeler toutes les personnes avec qui tu as couché depuis 8 ans et tu vas leur dire que tu as le VIH. Mais waouh, on en est où? Et tu dis, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais pensé à ça? Ouais, j'avoue, c'est. Bah, en tout cas, Nico, parce que c'est vrai que là, on pourrait y passer l'après-midi. Hein. Ou le matin, si les gens pensent qu'on enregistre le matin, ou le soir ou la nuit, on ne leur dit pas. Chacun se fera sa petite opinion. On leur dit pas quand on enregistre, je ne veux pas que ça les influence. Mais en tout cas, Nico, moi je voulais vraiment te remercier parce qu'on a passé un super bon moment. On ne dit pas qu'il s'appelle Nico, je ne veux pas que ça parle. Ouais, on a passé un très bon moment, c'est très profond, c'est très riche, et puis ça donne de l'espoir. De toute façon, j'avoue qu'on a cette chance de rencontrer à travers ce podcast 99% de gens qui vont dans la bonne direction. Voilà, le pourcent restant se reconnaîtra bien sûr. parce qu'on avait passé un podcast horrible. Voilà, si tu nous écoutes, on t'emmerde. Non, c'était super. Donc merci beaucoup. On invite tout le monde à te suivre. Ouais, Super Cero sur les réseaux sociaux. Allez-y à fond parce qu'en plus Nico, il est hyper drôle. Voilà, il arrive toujours à tourner finalement en comique un peu les situations du quotidien. Je ne sais pas pourquoi je parle comme Gérard Rolls. Insta et TikTok, et j'ai un bouquin aussi. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le petit Nico des Super Céros. Le petit Nico des Super Céros. Bah voilà, c'est dit. Vous pouvez taper ça sur votre moteur de recherche favori, pour pas dire Google évidemment, qui n'a pas besoin de pub. Merci pour tout, merci pour ce moment. Et puis écoute, à bientôt, avec plaisir, j'espère. Peut-être qu'on te verra dans notre poste de télévision pour parler comme les jeunes, pour animer un espèce de TPMP, mais avec du fond, avec du sens. Bref, une émission TPMP qui n'aurait rien de TPMP. Tu vois, on me met chroniqueur et on crée la première émission où on invite des bons créateurs de contenu et on fait. Ce serait super. Il faut juste qu'un producteur trouve de l'argent. Voilà, qui se dise comment je gagne de l'argent avec ça, puisqu'on sait que la thune, c'est apparemment ce qui intéresse pas mal de gens. Voilà, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc dès que quelqu'un se dira tiens, je peux m'enrichir sur leur dos, le sens aura toute sa place à la télé. N'hésitez pas en tout cas. On t'embrasse Nico. Merci beaucoup. Merci pour tout. Bisous, Salut. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.